Allez, on va commencer. Si tout le monde peut s'asseoir, on va éteindre la musique et puis on va y aller. 1, 2, 1, 2. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Alexandre. Je suis Tech Community Ambassador chez Le Bon Coin. Et on est très très heureux de vous accueillir ici ce soir. J'ai regardé, je crois que c'est le 138e meet-up du POG. Tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Je ne sais pas si... C'est assez rare les meet-up qui enchaînent autant d'occurrences. Donc, on est super content de vous accueillir ici ce soir. Donc, Le Bon Coin Tech. Le Bon Coin Tech, c'est l'équipe product et tech de Le Bon Coin. Donc, c'est grosso modo les personnes qui travaillent, conçoivent, designent la marketplace et les applications mobiles, dont Théo fait partie. On est vraiment... on apprend beaucoup avec les communautés. On est vraiment tourné vers les autres entreprises, vers l'extérieur, vers les conférences. C'est vraiment dans notre ADN. Et puis, du coup, vous accueillir ce soir, c'est une manière pour nous voilà, de se retrouver de manière informelle pour parler métier, mais aussi de justement voilà, soutenir ces meet-ups qui sont bénévoles. On va en parler un peu après. Donc voilà, après, aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Théo, qui est donc un des intervenants aussi, mais je vais laisser Renaud présenter le programme. Et puis, voilà, je voulais en tout cas vous remercier. On a pas mal de canaux de communication pour pouvoir justement vous retrouver, suivre le Bon Coin Tech. Et puis, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Renaud Mathieu, qui est le co-organisateur du POG. Je pense que tu t'y attendais pas. Je pense que tu t'y attendais pas. Merci beaucoup. Merci à Le Bon Coin. Franchement, on peut les applaudir déjà. Vous avez vu, ils ont mis les petits plats dans les grands. Merci beaucoup. Tu vois, tu t'y attendais. Il y a beaucoup d'événements en ce moment dans la communauté. Et déjà, c'est super de voir autant de monde ce soir. Ça fait beaucoup de bien. Je pense à Martin aussi. Ça te fait plaisir de voir autant de monde. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'événements en ce moment. À Rennes, un Tech Radar mobile, pour ceux qui sont dans l'Est. Ah, t'as pris la... Ouais, merci. Un gros événement. Alors désolé, la slide n'est pas ouf. Ça a été annoncé aujourd'hui. Donc c'est Kotlin Paris, le 8 avril. Il y a quand même des JetBrainers qui viennent pour parler justement des dernières versions de Kotlin. C'est, je pense, un super meet-up auquel on peut s'attendre. Et puis évidemment, Android Makers. Alors, qui n'a pas sa place ici? Levez la main. Greg, t'as pas ta place? Tu fais quelque chose le 10 avril ou pas? Donc voilà, effectivement, il y a encore des places en vente. On compte sur vous, la communauté, elle compte sur vous pour être là, pour représenter Paris, d'un point de vue DroidCon aussi, pour justement, on est quand même dans les troisième, je pense, plus grosse conf DroidCon. Il y a, tu sais pas trop, moi je pense qu'il y a Berlin, Londres, nous. Donc voilà, il faut montrer qu'on est là, quoi, tout simplement. En tout cas, on est la meilleure. Ouais. Bon, pour ce soir, on a quand même deux gros talks de qualité. Je pense que la qualité, déjà, elle se voit par rapport au nombre de personnes. Donc on a Théo, Lost in Navigation, How to Navigate Between Features, Modules on Android. Voilà, pour toi. Et puis, il voulait pas que je le dise, mais en fait, quand tu disais 138 meet-up, aïe, aïe, aïe. Cyril, il était peut-être là dans les premiers. Hein. Ça fait un petit coup de vieux. Et donc, du coup, c'est trop cool de te retrouver dans un meet-up du POG. Ça fait... combien d'années que je te tanne pour que tu reviennes dans un... Donc voilà, c'est mon achievement de l'année, d'avoir Cyril avec nous qui va nous parler de Building Scalable Mobile Project, Fast Build, High Reusability and Clear Ownership. Et je crois que tu vas peut-être le faire en français en fonction du nombre de personnes. Ça dépend de quel. Bon. Et bien voilà, je laisse la parole à Théo pour le premier talk. Et merci encore à Le Bon Coin. C'est bon. Bonsoir à toutes et à tous. Petite présentation sur du coup la façon de naviguer entre les modules au sein d'Android. Avant toute chose,
je pense une petite slide de présentation s'impose. Je suis issu de la promo 2019 d'Epitech. Il y a peut-être des techs ici dans la salle. Très bien, 2. Super, on va s'amuser. Et j'ai rejoint Le Bon Coin en mai 2021 dans la FT Autante, FT que je n'ai toujours pas quitté. Donc la FT Autante qui s'occupe principalement de la connexion, de la création de compte et de tout ce que vous ne voyez pas après, donc tout ce qui est gestion de scope, tout ce qui vous permet en gros d'utiliser Le Bon Coin. Bon, j'aime à dire qu'on est un peu la FT centrale, les autres n'aiment pas entendre ça, mais bon, c'est le cas. Et avant toute chose, pardon, je tenais aussi à vous remercier d'être venu et d'avoir un peu décalé vos agendas, parce que je sais que l'organisation a été un petit peu compliquée, entre autres à cause de moi. Je suis encore désolé pour ça. Mais on est ici ce soir tous ensemble et j'espère que vous allez apprécier. Donc, ma présentation va se découper en 4 grandes parties. Et avant de commencer la présentation en elle-même, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'Android ou pas tech? Bon, je sais. Ok, 3 personnes. Eh ben, j'ai fait une slide exprès pour vous. Donc, il y a 3 principaux termes que je vais utiliser au sein de durant ma présentation. Donc, il y a le terme de module. Donc, grossièrement, un module sur Android, c'est un dossier qui contient du code, grossièrement, pour vulgariser. Une feature, c'est une fonctionnalité. Donc, chez nous, chez Le Bon Coin, on définit une feature, c'est une page, ou une fonctionnalité. Donc, ici, c'est la page de login. Et une navigation, c'est le fait de naviguer entre différentes features. Donc ici on a le login, j'ai pas de compte ici, je sélectionne mon type de compte et ici on commence la création de compte. Et petit chiffre, chez Le Bon Coin on recense à peu près 170 modules juste de features et pour le login 15 700 lignes de code à peu près pour vous donner un peu la taille du paquet. Donc on va commencer par la première façon de naviguer que je pense vous connaissez à peu près tous si vous avez commencé Android il y a quelques temps. Donc c'est le module app. Donc le module app pour les non-tech, non-Android, c'est un peu le module principal qui va diriger un peu toute l'application. Et la première façon de naviguer, c'est les features directement au sein du module app. Donc tout dans le même package. Donc ça nous permet d'avoir, en l'occurrence la première activité ici, on veut naviguer vers la deuxième, donc une méthode qui nous permet de naviguer directement en passant des arguments. On arrive sur la deuxième activité ici, où on récupère la valeur qu'on a passée depuis la première activité. Cette façon de naviguer nous permet d'avoir ce qu'on appelle le type save, donc c'est le fait de passer, grossièrement, je vais envoyer une lettre et celui qui la reçoit sait ce que la lettre contient. Donc la configuration est assez simple parce que c'est ce que Android Studio nous met à disposition dès qu'on commence. Et c'est un code centralisé. En revanche, il y a 3 points assez négatifs. Donc l'adaptabilité, quand on commence à avoir beaucoup de features, tout mettre dans le même module, c'est assez compliqué. Donc multimodule, effectivement, c'est ce que je disais, c'est très complexe. Et l'organisation du code, ça peut vite devenir n'importe quoi. Quand on a, comme chez Le Bon Coin, 170 modules features dans un seul package, ça peut vite être compliqué. La deuxième façon de naviguer, nous on a expérimenté chez Le Bon Coin mais qu'on n'utilise plus, je vous dirai après ce qu'on utilise. C'est un module de navigation duquel dépend les autres modules de features. Donc en gros la navigation est centralisée dans un seul module. Donc ici on a ce qu'on appelle, notre navigateur qui nous permet de naviguer entre toutes les features. Donc ça reste un petit peu le même principe, si ce n'est qu'ici on utilise de la réflexion. Donc ici après même principe pour les arguments, on les passe ici, mais on a de la réflexion ici. Et du coup dans ma première feature, je peux injecter ici mon navigateur, après vous utilisez la façon que vous voulez. Et dans la feature numéro 2, je peux récupérer du coup depuis le compagnon object du navigateur, je peux récupérer la clé qui me permet d'accéder à la valeur. Donc le premier bon point, c'est que ça nous permet de faire du multimodule. On commence à arriver dans du multimodule. Donc multimodule, c'est le fait d'avoir du coup plusieurs modules de features et de ne pas tout centraliser. On a encore du code qui est centralisé dans le module de navigation. Donc on a un module qui est responsable de la navigation. Il y a 4 problèmes cependant. Donc il y a le fait que tous les modules de features dépendent d'un seul module. Et donc apporter une modification dans ce module de navigation, ça va invalider le cache de tous les clients. Il y a la réflexion. La réflexion, donc c'est quelque chose qu'on évite d'utiliser sur Android parce que on peut avoir si je reviens sur les slides précédentes, mais si ici j'utilise si je fais une faute ici, ça va
compiler correctement, mais du coup c'est à l'utilisation que l'application va cracher parce que le système n'arrivera pas à résoudre le nom de la feature. Et hop, là. La taille, donc on reste un peu sur le même principe, donc tout mettre dans le même module de navigation, donc 170 modules, 200, 300, enfin ça devient illisible. Et enfin la responsabilité, on a un module qui s'occupe de toute la navigation, ce qui n'est pas exceptionnel. Chez Leboncoin, on a itéré sur une V2 de ce module. Donc on avait le module de navigation qui exposait des interfaces, et chaque module de feature dépendait du module de navigation et implémentait l'interface de navigation. Donc en gros, ça donne, dans le module de navigation, on a ici une interface qui est définie, et chaque module de feature du coup implémente cette interface. Donc ça nous permet ici, alors j'aurais pu ne pas utiliser cette class name, mais ça nous permet du coup de ne plus faire de réflexion, et donc d'enlever ce point négatif. Donc pareil, on garde la modularisation, on a aussi du type safe, on commence à avoir du type safe un peu plus poussé. Mais pareil, on a toujours le même problème de cache. On a un module qui commence à être peu utile, le module de navigation. Taille et responsabilité et séparation des responsabilités, pareil, 2 points négatifs qui restent. Et ce qu'on utilise aujourd'hui chez Leboncoin, et qui marche plutôt pas mal, donc on a notre module app qui dépend du coup des modules de features, transitivement via les modules de feature implémentation. Je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est. Donc les modules de feature public, appelez ça comme vous voulez, mais en gros les modules qui sont exposés à tous les clients reprennent un peu le même principe que tout à l'heure. Donc on a des interfaces en gros qui nous permettent de déclarer telle feature pour naviguer, je récupère tel intent. Et du coup dans chaque module d'implémentation, on a l'implémentation concrète de l'interface, et on récupère un peu le même principe qu'avec le navigation V2 que je vous ai présenté tout à l'heure. Et donc ça nous permet en gros d'avoir le meilleur de tous les mondes concrètement. Ça marche aussi, du coup, donc là, juste avant, en fait, vous aviez une interface qui retournait un intent. On peut pousser le truc un peu plus loin. C'est un truc qui me trotte en tête, mais qu'on n'avait pas encore chez Leboncoin parce qu'on avait des problèmes liés à Dagger, etc. Mais on peut se dire aussi que, du coup, les interfaces de navigation n'exposent plus d'intent. Donc ça nous permet d'avoir des modules publics pur JVM. Et dans l'implémentation, on peut injecter du coup l'activité et naviguer directement depuis l'implémentation en fait du navigateur. Et donc le consumer après, de son côté, si je vous fais un petite démo, hop, du coup le consumer, voilà ici, oui, ça va. Du coup, le consumer ici n'a même plus de notion d'intent ou quoi. Il s'occupe juste d'appeler le navigateur vers qui il veut naviguer et d'appeler navigate, et après, ça part. Hop, alors, je sais que la mode aujourd'hui est à compose. On peut se dire qu'on pousse même le truc encore plus loin. Donc, à savoir un module compose qui est sur le même principe, déclare une interface pour récupérer un composable. Et dans le module interne, on aurait une lambda qui retourne un composable. Ouais, j'ai un verre d'eau, puis c'est bon. Merci. Donc on aurait du coup une implémentation qui retourne un composable. Et après, pour les clients, du coup, on s'occupe juste d'avoir notre navigateur ici. Et après, d'appeler setContent pour commencer un composable, et du coup ici d'appeler le getComposable avec la fonction, avec l'appel invoke qui nous permet d'appeler le composable. Et ça, je vous l'ai présenté aussi, ça c'est bon. Donc, qu'est-ce que apporte cette façon de faire? Donc, on a une modularisation qui est complète, donc à savoir, on a une feature expose sa navigation et son implémentation de navigation. On est 100% type safe et on a une séparation des responsabilités. Le seul point négatif que je peux voir à cette façon de faire, c'est un peu la mise en place qui peut être un peu lourde de prime abord. On a fait quelques itérations, comme je vous disais, on est passé par navigation V2 avant d'arriver à ça. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on utilise, on a complètement drop notre module de navigation et c'est quelque chose qu'on utilise tout un chacun dans la code base.
En conclusion, si je peux vous dire un peu quoi utiliser ou pas, après vous êtes libre de faire ce que vous voulez évidemment. Le module app convient au petit projet parce que voilà, on lance un projet, c'est ce que Android Studio nous permet de, enfin c'est ce que Android Studio nous met à disposition directement. Module navigation et navigation V2, projet moyen, dont nombre acceptable en italique, comme vous pouvez le voir, vous définissez l'acceptabilité. Mais pensez surtout au cache, au fait que vous allez vite avoir des problèmes de compilation dès que vous allez toucher au module de navigation. Et enfin, le module public implem, donc grand projet, et en termes de scaling et d'ownership, ce qui me laissera la main pour Cyril, ça permet vraiment de définir une responsabilité claire et de scaler assez facilement. Dès qu'on fait un nouveau module de feature, on garde la même façon de faire et pas de problème. Et ça conclut ma présentation. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou pas. Oui, j'ai un micro ici. Si vous avez des questions, il y a une question là-bas. Est-ce qu'on peut faire passer le micro? Super, merci. Donc si j'ai bien compris, c'est chaque feature qui s'occupe de sa propre navigation désormais? Alors c'est comme je l'explique, et que je ne remonte pas trop loin. Donc soit on reste sur le principe d'un module public qui retourne un intent, donc c'est à chaque client après de faire le start activity et le flow classique de navigation. Soit on a cette deuxième façon de faire où le navigateur qui est dans le module public ne déclare plus du tout d'intent ou quoi que ce soit relatif à Android. Et c'est vraiment l'implémentation de la feature qui, elle, dit pour naviguer, pour arriver jusqu'à moi, donc il me faut une activité et après je m'occupe du reste. Et le consumer n'a plus rien à faire, si ce n'est appeler le navigateur. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est un peu la façon de faire un peu, la plus, comment dire, sexy, si je puis dire, parce que vraiment on expose, le module public est vraiment agnostique de la plateforme. Et on peut se dire après que demain, si on fait du KMP sur mon feature V2, ma feature 2 implémentation, et côté iOS, on aurait une telle façon de naviguer, côté Android, on aurait telle façon de naviguer, côté web, on aurait telle façon de naviguer. Il n'y a plus de notion d'intent qui est vraiment liée à Android. Là, c'est vraiment agnostique, c'est du pur JVM et basta. Il y a juste passer le micro, ouais. Ce que j'ai compris, vous n'utilisez pas le NavGraph. Alors si, on peut, alors sur un peu la même base que les composables, on peut avoir ici une méthode. Donc là ici j'ai passé juste une string, mais on peut avoir une méthode qui prend en paramètre un navgraph, ce qu'on utilise par exemple sur login. Et du coup dans l'implémentation en fait, on va s'enregistrer sur le navgraph, donc soit une destination, un simple composable, soit un nested navgraph, qui nous permettra du coup d'avoir un sous-graphe de navigation pour la feature. Mais on peut très bien ici se dire je passe ce que je veux. Et ici dans l'implémentation, c'est en fait ma feature qui va se plugger sur le client et pas l'inverse. Est-ce qu'on a une autre question? Ouais. Du coup, merci. C'est un sujet intéressant et en effet, je vais peut-être un peu l'aborder aussi. En termes de backstack, du coup, là, je voyais c'était beaucoup via des activités. Ouais. Dans votre codebase aujourd'hui, c'est beaucoup via des activités. Donc, il n'y a jamais de retravail de la backstack où on arrive sur un écran, mais on doit popper 3 activités d'avant. Ouais. C'est un peu le feature V2, pardon. C'est peut-être le point noir que je peux voir avec cette façon de faire, donc sans déclarer d'intent, parce que concrètement ici, la feature ne sait pas vraiment qui l'appelle. Ouais. C'est un trade-off. C'est voir est-ce que vous êtes à l'aise avec ça. Ça peut être, de se dire que si c'est une activité un peu sensible, un flow un peu sensible, peut-être ne pas passer par ça, mais du coup rester sur le fait de déclarer un intent, et c'est vraiment le consumer qui va gérer un peu la backstack. Après, en revanche, si c'est quelque chose qui se... j'ai pas d'exemple concret, c'est vraiment, je pense, au cas par cas, de un peu définir est-ce que ça c'est acceptable pour ce flow ou pas. Ok, super. Merci. Ouais, alors je vais d'abord donner ici. Merci. Qu'est-ce qui se passe si feature 1 veut appeler feature 2? Eh bien, ça nous donne ça. Du coup, on injecte le navigateur dans la première feature. Et puis après, on s'occupe d'appeler Navigate.
Parce que dans les liens de dépendance, il n'y avait pas de dépendance entre feature 1 et feature 2, tout revenait à l'app. Effectivement, oui, j'ai bon point. En fait, si je reviens, ce sera plus parlant, effectivement. Mais nous, la règle qu'on s'est imposée chez Le Bon Coin, du coup, c'est que un module de feature ne peut dépendre que d'un module de feature public. Donc en gros, feature 2 implementation, par exemple, ne peut dépendre que de feature 1, pas de feature 1 implementation. Mais donc, chaque client, du coup, chaque consumer de telle feature, par exemple, si je reviens à la première slide, donc ça, c'est le module de login. Donc ici, pour l'affichage, on est vraiment dans l'implémentation. L'implémentation, la page de login pour lancer l'écran de sélection de type de compte va dépendre de account type creation selection public. Et après, même flow ici, l'implémentation pour lancer la création de compte concrète va dépendre de création de compte public. Mais en gros, chaque module de feature d'implémentation dépend d'un module public de feature. Il n'y a pas de relation directe en fait entre un module de feature d'implémentation et un autre. C'est vraiment implémentation publique. Ok, merci. Est-ce que vous avez une activité par feature ou chaque vue est une activité? On est encore... en fait, les features principales sont toutes sur une activité. D'accord. Après, au sein de chaque feature, par exemple, la création de compte, c'est une activité, mais avec un navgraph qui a chaque destination. Donc là, typiquement, c'est la vérification du code. Juste après, je ne sais plus ce qu'on a, mais... Enfin bref, le deuxième écran de création de compte, etc. etc. Et dans cette implémentation, dans le module de création de compte, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc ça marche pour les activités qui ont un flow où il y a une seule FT qui travaille dessus. Si on prend l'exemple du Bon Coin, par exemple pour le dépôt ou pour la consultation d'annonces, en fait, on a plein de feature teams qui se branchent les unes les autres sur un seul écran. Et là, on est encore en train de voir justement comment plugger ça. Mais cette archi, aujourd'hui, on n'a pas spécialement réussi à trouver comment faire réellement. On tâtonne encore un peu dessus. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions ou pas? Pas de questions. Si, une. Merci Théo. La sous-navigation, vous faites comment du coup? Donc c'est ce que j'ai évoqué vite fait tout à l'heure. Si je reviens, ouais. Donc ici typiquement, donc là on pourrait se dire, non pas celui-là peut-être pas, mais que ici en paramètres, du coup imaginons que, non c'était sur les composables, pardon, ce sera plus parlant. Ici. En lieu et place du titre, on pourrait passer un navgraph builder. Et du coup, dans ma feature client, lorsque je construis mon navgraph, j'appelle mon provider de mon autre composable, qui lui, après, dans son implémentation, va créer donc soit une destination sur le navgraph builder, soit un nested navgraph, et après gérer son truc comme ça. Mais c'est ce qu'on utilise, par exemple, pour le flow de FA. C'est quelque chose, chaque consumer de la 2FA au sein du Bon Coin est agnostique de ce qui se passe dans le module de 2FA. Il s'occupe juste d'appeler la méthode publique qui permet d'enregistrer le graphe, et après il se passe ce qui doit se passer à l'intérieur. Mais tout le monde est agnostique de ce qui se passe dedans. Mais c'est quelque chose qui est éprouvé chez nous. On peut faire ça aussi. Le seul point noir, c'est que du coup, dans le module public, on va avoir une dépendance à compose, potentiellement, ou au moins à navigation, parce que pour le passer en paramètre de la fonction. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire aussi, tout à fait. Est-ce qu'il y a encore des questions ou pas? J'ai pas l'impression. Merci beaucoup, merci Théo. À vous. Merci. Voilà. Non, c'est bon. Et alors, on a une toute petite transition, juste le temps de se passer le micro et de plugger le PC. Juste, moi, j'en profite pour vous rappeler qu'il y a certains réseaux sociaux sur lesquels on est présent, le Bon Coin Tech.
Donc c'est une nouveauté, Blue Sky, qui est ici. On a Meetup, Medium, on poste pas mal d'articles. Il y en a un qui va arriver dans la semaine d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller le voir. On est encore sur X. On a YouTube sur lequel on met les replays. Et on a Twitch qui va être relancé. Donc on fait du live coding. Voilà, on parle d'un peu de tout ce qui est dans la tech. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en attendant? Ou alors est-ce que c'est bon, Cyril? Ouais, encore, allez, 10 secondes. Si vous voulez aller aux toilettes, il y a des toilettes sur votre droite, sur votre gauche. Et le buffet à la fin du talk de Cyril, ça sera sur la gauche. Là-bas, il y a tout un espace. Pour que vous soyez trop bien, on va plugger l'ordi et puis on va y aller. Est-ce que tu as une bouteille d'eau? Oui, ouais, c'est bon, c'est vrai. Hop, est-ce qu'on peut afficher l'ordi de Cyril ici? Parfait. C'est bon pour toi? Allez, on y va. Top. Eh ben, on va commencer. Alors, maybe the first question. Anybody not speaking French here? Non? Eh ben, bien, on va rester en français. Top, je vais commencer. Donc, déjà, merci à Théo de faire la transition, parce que, évidemment, ce qu'il a mentionné, je vais pas mal en parler pendant mon talk. Donc, déjà, je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Cyril Mottier. Je lead l'engineering chez Amo aujourd'hui, et je suis là pour vous parler de... alors, je vais faire plein d'anglicismes, du coup, parce que mes slides sont en anglais, mais de comment on construit un projet engineering at scale. D'accord. Vous savez que c'est un sujet ultra vaste. On peut évidemment aborder le sujet d'un point de vue plus people management, organisationnel, qui est un aspect que je vais essayer d'aborder, mais plutôt de façon secondaire. L'objectif de ce talk, je pense qu'il y a grandement assez de contenu, ça va être plutôt de s'intéresser à l'aspect technique des choses. D'accord. Donc comment on fait en sorte que au fur et à mesure qu'un projet devient successful, on ne s'effondre pas sous trop de code, des build times qui sont juste pas possibles à gérer, pas de... Je suis désolé, ça bouge un petit peu. Pas de feedback loop qui soit rapide, ce genre de choses. Voilà, donc je vais commencer avec une petite histoire assez classique en soi. Hein. C'est l'histoire d'un projet business ou d'un product qui est successful. Souvent, ça commence comme ça. C'est juste une personne qui construit une première app, son awesome app. Ça commence tout simple, avec une organisation en soi très simple. Hein. Une personne travaillant sur une app, on ne peut pas faire beaucoup plus simple. En termes de communication, c'est simple. En termes de knowledge sharing, c'est simple. Tout se passe dans ma tête, sauf si vous êtes un peu schizophrène. Voilà, normalement, vous savez à peu près ce que vous avez fait la veille et ce que vous faites le lendemain. Et puis la code base, elle est quand même généralement assez simple aussi. Et puis au fur et à mesure que le projet commence à être fonctionnel, un succès, vous commencez à intégrer de nouvelles personnes dans cette équipe. Donc vous n'êtes plus tout seul, vous commencez à être deux. En vrai, à ce stade-là, ça se passe encore plutôt bien. L'information, elle se partage facilement. Hein. Globalement, il n'y a qu'à parler à une personne et tout le monde est au courant. Et en termes de code base, on reste encore une fois sur quelque chose qui est quand même assez simple. Et puis on continue, le projet vraiment commence à avoir pas mal de... on a une bonne acquisition, une bonne rétention des utilisateurs, et donc on commence à avoir besoin de scaler un peu les équipes pour continuer de travailler et de rajouter des features à ce produit qui est plutôt successful. Et évidemment, au fur et à mesure que ça devient efficace et que ça devient un succès, on rajoute encore des gens et la code base, elle continue de grossir. Et puis, bon an, mal an, on continue de grossir. Et à un moment, en fait, ça marche plus. Ça marche juste plus. Parce que là, dès qu'on commence à être... alors j'ai mis un chiffre, là il y a 8 personnes. Dans les faits, c'est vraiment fonction du projet. Mais déjà, à partir de 8 personnes, on se rend compte qu'on commence à avoir des frictions. On commence à se marcher un peu sur les pieds. Je vais travailler sur une feature, mais en fait, c'est dans un fichier qui est aussi utilisé pour une autre feature. Et donc, ça commence à être un peu problématique d'un point de vue juste développement. D'un point de vue knowledge sharing, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la théorie de l'information, mais en fait, on représente généralement l'aspect communication entre n individus par ce qu'on appelle un graphe complet. Et le nombre de edges dans ce graphe complet, il n'a pas une tendance à être linéaire, il a plutôt une tendance à être exponentielle. Donc plus vous allez rajouter des gens, plus la communication elle va commencer à être compliquée. Il va forcément y avoir une perte d'information dans le process.
Donc généralement, on arrive à un stade là, on commence à mettre du temps à builder, à faire beaucoup de code duplication, plus avoir de coding convention qui soit vraiment respecté. Et on a beaucoup d'overlap, quoi. Donc, la façon classique de faire ça, c'est de splitter en plein de petites teams. Les pizza teams, les squads, les FT, il y a plein de noms. Moi, je ne suis pas là pour discuter de la terminologie ou des glossaires, mais généralement, cette approche, elle est plutôt prise pour commencer à pouvoir assigner des honneurs à une partie ou à une certaine section de l'application et de pouvoir séparer un monolithe, n'ayons pas peur des mots, en plein de petits monolithes ou potentiellement plein de petites features ou en tout cas de features ou de modules indépendants. D'ailleurs, je réutilise ce terme de module qui a été introduit juste avant. Et au fur et à mesure, on peut avoir des gens aussi dans cette équipe-là qui n'ont soit aucune expérience de la plateforme sur laquelle vous travaillez, soit sont des full-time employees ou alors des freelances. On peut avoir des gens qui ne connaissent, qui n'ont pas beaucoup d'expérience ou carrément 15 ans d'expérience sur la plateforme. Et donc du coup, on commence à avoir une espèce d'hétérogénéité des développeurs dans cette équipe. Et donc dans la codebase, ça se ressent, quoi. Et puis évidemment, quand votre projet il est très 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 successful, on peut arriver à ça, même encore plus gros. Je peux vous donner des exemples, mais évidemment ça c'est un peu les key players, que ce soit, je peux vous en donner, mais en France on en a quelques-uns, mais je pense plutôt à l'international, où on va avoir des Spotify, des Uber, des Instagram, des Facebook évidemment, ou même Snap, puisque j'ai évolué un peu chez Snap. Snap c'était vraiment ce genre de choses. À titre d'exemple, Snap... ils étaient autant à gérer juste la caméra. Donc juste la FT caméra chez Snap, c'était aussi gros que Zenly à l'époque où j'étais chez Zenly, et donc dans le groupe Snap. Donc c'est pour vous dire, on était 30 chez Zenly, 30 ingénieurs, ils étaient 30 juste sur la caméra, juste sur la FT caméra. Et évidemment, Snap, je pense que si vous êtes utilisateur de Snap, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas la seule feature, même si c'est quand même la feature principale, la caméra, ce n'est pas la seule feature, et donc il y avait beaucoup de gens qui travaillaient sur cette codebase, quoi. Et donc... généralement, en tout cas, le bon côté des choses, c'est que ce genre de problématiques-là, c'est des problématiques qu'on a au moment où on devient successful, d'accord, où un projet commence à vraiment avoir une certaine appétence des utilisateurs et donc pas mal d'utilisateurs. Et donc c'est un challenge que vous devez résoudre et qui, au final, moi, je trouve très intéressant à résoudre parce que c'est pas des challenges qu'on va rencontrer dans toutes les boîtes, quoi. Voilà un petit peu pour l'intro. Donc si vous avez bien remarqué, si vous vous rappelez un petit peu le titre, c'est Building Scalable Mobile Projects. Pourquoi je l'ai appelé comme ça? Parce que évidemment le mobile c'est une grosse partie de mon expérience personnelle. Et puis deuxièmement, même si c'est pas ma seule et unique expérience, en fait je me suis rendu compte par mes différents postes que le mobile c'était généralement beaucoup plus compliqué à scaler que le back-end par exemple. Quand je dis scaler, c'est en termes d'équipe. Pourquoi? Parce qu'en fait, in fine, le mobile, ça restera toujours un monolithe. Ce que vous délivrez sur le Play Store ou sur l'App Store, ça reste un seul et unique binaire. Donc, même si vous séparez en plein de morceaux, en plein de modules indépendants, des dizaines et des dizaines de modules indépendants, in fine, tout revient à un seul et unique binaire que vous devez soumettre à l'App Store ou au Play Store. Alors que sur le back-end, généralement, on a plein de contournements à ça. On peut faire des... il y a plein de noms, mais on peut faire des microservices, on peut faire des modulars monolithes, il y a plein de noms, plein de terminologies. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans ces choses-là, mais le mobile, par mon expérience personnelle, c'est beaucoup plus compliqué de builder du mobile parce que c'est in fine un monolithe que du back-end. Et aussi, souvent, sur le mobile, on contrôle pas, on n'a pas tout le contrôle qu'on a sur le back-end. Sur le back-end, vous allez pouvoir contrôler le hardware, vous allez pouvoir contrôler le pipeline de build est généralement aussi beaucoup plus facile. Vous n'avez pas à gérer les ressources, les native lib, les langages multiples. Dans notre cas, on a du Rust et du Kotlin ou du Swift. Donc, vous avez généralement qu'un seul langage, une machine que vous gérez, une DB que vous gérez, le versionning, vous le gérez. Tout ça, vous arrivez à le gérer. Et les problèmes côté back-end ne vont pas vraiment se placer sur la scalabilité du projet, mais plutôt sur la scalabilité de votre système. D'accord ? Est-ce que vous êtes capable d'accepter 1 million de requêtes à la seconde, quoi. Et en fait, du coup, j'ai intitulé ça mobile pour que ça claque au POG, mais dans les faits, ce que je vais vous parler, c'est plus Building Scalable Projects, en fait. Parce que ça ne change rien du tout que ce soit mobile ou pas mobile.
Et l'objectif du coup de Stoke, c'est vraiment d'aborder tous ces sujets de façon complètement agnostique d'une plateforme, que ce soit mobile ou back-end. Pareil, je sais qu'au début, Renaud est venu me voir, ouais, je vais apprendre plein de trucs sur Gradle et Bazel. Non, parce que en fait, je ne vais pas vraiment vous parler de build system, enfin d'un build system en particulier. Je vais vous parler beaucoup de build system parce que c'est évidemment quelque chose qui est nécessaire dans ce genre d'organisation et à ces scales-là. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'in fine, peu importe la plateforme, peu importe le langage, le framework, la technologie, en fait, on est face au même problème, qu'on soit sur Swift, qu'on soit sur Rust ou Kotlin, dans notre cas, en tout cas chez Amo. Le tooling est évidemment différent, mais les approches sont les mêmes. Les approches pour solve le problème sont exactement les mêmes. Et donc, je vais plutôt vous parler de concepts et d'idées générales, quoi. Donc n'attendez pas que je parle de Gradle, même si vous verrez quelques lignes de Gradle, évidemment. N'attendez pas que je vous parle de Bazel, c'est aussi un build system. Enfin, chez Amo, je reviendrai un peu, mais on utilise ces deux build systems. Tout est en Bazel, sauf Android qui est en Gradle. Je ne veux pas vous parler de Buck ou de Bugdo, je ne sais pas si vous connaissez, ou de Pants, ou il y en a plein d'autres. Et encore moins de Make, qui n'est pas un build system, en tout cas selon moi, pas un build system au sens moderne du terme, quoi. Voilà, donc on va commencer un petit peu. Donc on revient sur ce problème-là. On a une boîte qui scale, où on commence une boîte. Et c'est un peu le cas qui s'est passé, en tout cas pour nous, chez Amo, puisque la boîte a été créée il y a 2 ans. On devait commencer à cette code base. Qu'est-ce qu'on doit optimiser? Pourquoi on doit organiser les équipes et à quoi elles vont devoir se confronter? Et en fait... quand vous êtes au début d'une boîte, ça pop dans tous les sens. Vous vous dites, mais c'est pas possible, il y a beaucoup trop de trucs à gérer. Est-ce que je dois optimiser pour les build time? Est-ce que je dois optimiser pour la performance, l'observabilité de mes systèmes? Est-ce que je dois optimiser pour la reusability, l'automaticité, la testabilité, vraiment la sécurité, la performance, la maintenance, enfin voilà, la searchability du code aussi. Enfin, vraiment, on peut aller chercher plein de sujets. Et au début, en fait, on est complètement paniqué. J'avoue, quand on commence une boîte où on doit rebuilder une stack, généralement, moi, c'est un peu ce qui se passe pour moi. Qu'est-ce que je dois faire, quoi. Et généralement, la seule et unique solution, ou en tout cas la seule porte de sortie à cette peur, c'est un concept qui est bien connu, c'est la hiérarchisation ou la priorisation. Et c'est de toujours essayer de comprendre d'abord le contexte dans lequel on évolue et à quoi on doit répondre en fonction de son contexte. Donc je vais vous donner un petit peu le contexte d'Amo. Pour ceux qui ne connaissent pas, chez Amo, on fait du consumer social. Donc on construit des apps sociales. Jusqu'à maintenant, on en a fait 3. Là, ici, je vous en montre 2 qui sont Bump et ID. Mais c'est pour vous montrer que le contexte, c'est vraiment ce qui a permis de driver complètement l'organisation de l'équipe, quoi. Et donc on va rentrer un petit peu dans le contexte. Je sais que tu as donné un peu des chiffres, Théo, donc ça va être intéressant, on va pouvoir comparer. Et le contexte pour nous, c'était super important. Et c'est quoi le contexte d'Amo? En fait, le contexte d'Amo, il est multiple. Déjà, on ne fait pas qu'une app, on fait N apps. Là, je vous en ai montré 2, mais en fait, on a aussi des app clips et des instant apps pour chacune de ces apps. On a aussi une version interne avec des features spécifiques de toutes ces apps. Donc, en fait, on doit avoir forcément des features qui sont réutilisées soit dans une app, soit dans N apps sur les M-app, soit dans les M-app. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous me suivez encore, mais en gros, on doit vraiment avoir quelque chose qui puisse être mis ou pas dans une feature, enfin dans une app finale, et enlevé du jour au lendemain si nécessaire, ou feature flaguée. Enfin voilà, on doit avoir vraiment quelque chose de complètement réutilisable. Le deuxième aspect qui est assez à contre-courant, ou en tout cas qui est pas courant, en tout cas moi dans mon expérience personnelle, c'est qu'on n'a pas d'environnement d'intégration, on n'a pas de test, aucun test. Je crois qu'on en a 6 dans toute la codebase Android, et je crois 0 sur iOS. Pourquoi on a ça? En fait, parce que pour nous, le contexte, c'est on doit aller vite. On est une startup, on doit d'abord avoir un PMF avant de commencer à structurer. Évidemment, ça peut faire peur à plein de gens et vous verrez par la suite qu'on compense avec autre chose, évidemment, quand on n'a pas d'environnement d'intégration ni de test. Mais les tests, c'est vraiment plus une conséquence directe on doit aller vite. Et aujourd'hui, si on fait des tests, ça nous met de la friction parce que le lendemain, la feature, elle change et donc notre UI test, il est déjà foireux. On a perdu du temps à faire un UI test et le lendemain, on doit déjà le casser.
Le côté environnement d'intégration, c'est nous, l'environnement d'intégration, c'est la prod. Comme ça, on n'a qu'un environnement en prod à garder en vie, et on n'a pas à s'assurer que staging est à jour ou que l'inté est à jour. Enfin, on n'a pas tout ça. Le troisième aspect aussi, c'est qu'on a vu qu'on veut faire quand même un peu de réutilisation de code entre les différentes plateformes, on a une approche in-house, je dirais, du multiplateforme. Pourquoi je dis in-house? Parce qu'elle est pas, moi je la trouve pas très compliquée, ou en tout cas pas très novatrice, dans le sens où dans le monde, ou en tout cas dans les choses qui se voient pas mal, ou en tout cas quand on parle de multiplateforme, on va soit me parler, faire du C++ partagé entre iOS et Android, et ensuite pouvoir partager au moins quelques informations entre iOS et Android, et notamment la couche de persistance et de networking, ou généralement on va me parler de Kotlin multiplateforme, surtout quand je parle à des Android dev. Nous en fait on n'a pas pris cette voie-là. Pourquoi? Parce qu'à l'époque déjà KMM c'était pas vraiment à un stade final, et même aujourd'hui je pense que c'est pas au stade que nous on a besoin, et on a plutôt une approche où en fait on va avoir du Rust qu'on utilise aussi sur le back-end, et ce Rust là va être compilé, s'occuper de la persistence layer et de la networking layer, et exposer des streams soit RX sur Swift, soit des flows du coup ou des suspend functions en Kotlin, et c'est cette brique là qui est réutilisée entre iOS et Android. Et l'avantage, c'est quoi? C'est qu'en fait, on n'a plus du tout, quand on fait vraiment du mobile chez Amo, on va plus du tout avoir à faire le moindre call HTTP. Déjà, on ne fait pas d'HTTP, on fait du gRPC avec protomodèle et tout. Donc, on n'a pas du tout à faire ça, on n'a pas à gérer le caching. Tout ça, c'est géré côté Rust, et c'est partagé entre iOS et Android, donc c'est écrit qu'une fois. Et tout ce qu'on a à faire, c'est collect du coup, ou subscribe quand vous êtes en RX, subscribe à des streams, et vous récupérez votre info real-time, le state, et ensuite le real-time. Aujourd'hui, on est sur une codebase qui est complètement monorepo, avec 20 ingénieurs qui travaillent dessus. Et quand je dis 20 ingénieurs, c'est vraiment tout compris. C'est le back-end, le front-end, le web. Alors, le web, c'est pas beaucoup, c'est qu'une personne. iOS, Android, le core, ce qu'on appelle le core, c'est cette brique réutilisable entre iOS et Android, et le back-end. En termes de lignes de code, on est aujourd'hui à 400 000 lignes de code en Rust et en Swift, 200 000 en Kotlin, parce que c'est un projet qui a commencé il y a qu'1 an, alors que tout le reste a commencé il y a 2 ans. Et en termes de croissance, parce que ça c'est aussi important de voir à peu près vers où vous allez, aujourd'hui on est à 16K. Alors ça c'est assez marrant, j'ai fait la stat depuis le début, en reprenant avec Git, en reprenant depuis le début, on est vraiment en constance, quoi. Donc peu importe la taille de l'équipe, on est à 16 000 nouvelles lignes de code dans le monorepo pour Swift et Rust, donc 16 000 pour Rust, 16 000 pour Swift, et 9 000 aussi pour Kotlin. Donc on est vraiment en constante augmentation. En termes de modules, on en a 350 sur Android, 350 sur le back-end, 350 sur le core, et plus de 1000 sur iOS déjà. Donc c'est pour vous donner un petit peu une idée un petit peu d'où on en est. En termes de PR, on a plus de 200 PR par semaine, pour 30 000 builds par mois. Et évidemment, pour compenser tout ça, le peu de tests, ou disons les mots clairement, pas de tests, du coup on a une team plutôt de gens avec une forte seniorité. C'est des gens qui ont un gros background en engineering, et qui sont aussi bien capables de naviguer dans des sphères plutôt VM que dans des sphères plutôt natives. Et donc si je leur parle de passage par valeur versus passage par référence, ça ne va pas les effrayer, alors que c'est vrai que quand on a fait que de la VM, on ne sait même pas trop ce que c'est, quoi. Voilà, donc ça permet de vraiment comprendre le contexte. Et en fait, ce contexte, pourquoi on a ce contexte? Encore une fois, c'est le business qui nous qui nous l'impose. On est dans une startup, on doit aller vite, on doit vérifier que ce qu'on fait a en fait une utilité vue de nos utilisateurs. Et donc, on a architecturé tout pour pouvoir être rapide et pour pouvoir être flexible également. Donc si on regarde un petit peu ce slide de l'enfer qui fait peur quand on commence un projet, en fait nous on s'est vraiment concentré sur ces points-là. Et ces points-là, encore une fois, dû simplement au fait qu'on est face à de la compétition qui va vite également. Enfin, on n'est pas... je donne un exemple, mais par exemple, j'ai travaillé chez Capitaine Train. Quand vous travaillez face à la SNCF, j'espère qu'il n'y a pas de gens de la SNCF ou de la SNCF, mais ça ne va pas aussi vite que si vous êtes face à un Facebook qui est né sur le computer science et qui est né sur cette knowledge-là. Quand on est sur un acteur qui a plus de 100 ans et qui découvre, qui grandit avec la computer science, forcément, il y a moins de compétition. Dans le social, on est vraiment face à des environnements qui vont très vite. Aujourd'hui, je pense que vous le voyez aussi, par exemple, dans l'IA, toutes les semaines, il y a des nouvelles choses. Vous n'avez pas le choix. Si vous n'allez pas aussi vite que la compétition, vous êtes déjà mort la semaine d'après, quoi.
Donc ça, c'est quelque chose qui nous anime. On n'a pas trop, enfin, au-delà de nous animer, on est obligé d'être animé par ça, quoi. Donc si je regarde ces 5 points, en fait, le premier point pour nous, c'est vraiment la feedback loop. Et donc qui dit feedback loop, c'est avoir des temps de build qui sont les plus rapides possibles. Quand je dis temps de build, c'est aussi bien d'un point de vue local env que d'un point de vue CI ou CD. Notre cible pour nous, c'est quand on presse, quand on appuie sur play en haut d'Android Studio ou de Xcode, en 10 secondes, on veut que ça soit sur le téléphone. D'accord ? Moins de 10 secondes, sinon c'est pas acceptable plus de 10 secondes. Si on a un problème sur la build interne, on veut qu'en moins de 5 minutes, il y ait déjà une nightly qui soit republiée et dispo à tout le monde en moins de 5 minutes. Pareil sur la prod. D'accord ? Donc ce genre de choses-là, forcément, ça organise votre code base et ça organise la façon dont vous travaillez pour pouvoir atteindre ce genre de choses. Peut-être un petit point là-dessus, on n'essaie pas d'optimiser le cold build, on essaie d'optimiser pour nous le warm build. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais un cold build c'est sans cache et un warm build c'est avec cache. Évidemment, le cas sans cache, il n'arrive jamais parce qu'on va faire en sorte de toujours avoir du cache. Donc ce qui est important, c'est évidemment d'optimiser le warm build. Pour être transparent, je pense qu'en cold build, être à moins de 5 ou 10 secondes, c'est chaud, c'est très très chaud. Le deuxième aspect, je voulais un petit peu mentionner, c'est la réutilisabilité. Parce qu'encore une fois, on est une suite d'apps. Je peux vous donner un exemple, mais on a aujourd'hui Bump et ID, donc, qui sont les noms publics. Dans Bump et ID, on va avoir la feature settings, elle est dans les deux. Pourtant, toute la partie scratch map, où vous pouvez voir où vous avez été, ça, elle est que dans location. De façon assez similaire, la partie carte, on va l'avoir dans l'instant app location, l'instant app bump, mais on va pas l'avoir dans l'instant app de ID. D'accord ? Donc on doit vraiment avoir cette notion de, en gros, des Lego qu'on peut pouvoir déplacer, activer, désactiver, enlever de la compilation et remettre dans une feature, dans une app à tout moment, quoi. Le troisième, c'est vraiment l'encapsulation, et ça, c'est plus basé sur mon expérience at scale, donc dans des boîtes comme Zenly ou Snap, où en fait, on doit vraiment s'assurer que notre code il est isolé au maximum pour que ça soit plus facile à lire et à comprendre au moment où on a des nouvelles personnes qui arrivent dans la code base. D'accord ? Donc ça permet également de réduire un peu le knowledge sharing. Donc on va dire, on peut faire du knowledge sharing que sur ce module-là, qui a une encapsulation claire, parce que du coup, il n'y a pas d'utilisation possible vue de l'extérieur, et donc c'est que mon problème, c'est pas le problème des autres. D'accord ? Ça vient un petit peu avec le quatrième élément qui est pour nous super important, qui est l'ownership. Pourquoi ? Parce qu'on est évidemment encore une fois une startup, donc on n'est pas beaucoup. Évidemment, on veut que les gens, quand ils font une feature, il est own. Et qu'est-ce que ça veut dire owner ? C'est évidemment écrire le code. C'est corriger les bugs s'il y en a, c'est ajouter des tests si vous en faites, c'est review les changes si vous avez des nouvelles PR qui impactent cette feature, ou faire en sorte globalement que votre feature elle vieillisse bien. D'accord ? Et enfin, le dernier point qui est un petit peu en regard avec l'encapsulation, c'est ce que j'appelle le strict visibility control. Alors évidemment, avec des langages comme Kotlin, par exemple, vous avez des visibility modifiers, que ce soit private, internal, mais dans les faits, en fait, d'expérience, ils sont jamais vraiment, on n'y pense pas, quoi. Déjà, il y a pour moi un gros flow de conception de Kotlin qui est que par défaut c'est public, une fonction, alors que ça aurait dû être private. En tout cas, moi c'est vraiment le top one des erreurs de Kotlin. Donc généralement en fait tout devient public, et si c'est public, c'est consommé vu de l'extérieur par d'autres consommateurs. Donc quand je dis d'autres consommateurs, c'est d'autres personnes de d'autres feature teams, et ça clairement c'est ce qu'il faut vraiment éviter. Et mettre des internals, mettre des private, généralement on oublie. Et donc vous verrez qu'on a une approche qui est même très très similaire à ce que vous faites chez Le Bon Coin, où on va séparer la surface d'API, donc l'API, de l'implémentation, ce que nous on a appelé lib. Voilà, donc vous le verrez, donc en effet, ces 5 points-là, et oui, j'aurais dit, il n'y a pas de testability là-dedans, il n'y a pas de cost efficiency, parce qu'on est dans une startup et l'objectif, c'est d'abord de vérifier que ça marche avant de commencer à réduire les coûts. Il y a beaucoup de choses qu'on a laissées de côté, ou en tout cas, on y a pensé sur le long terme, mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on essaie d'optimiser. Et la solution à ça, vous la connaissez tous, hein. Tout le monde vous parle de ça, de modularisation, comme si c'était le nouveau kid in town. En vrai, la modularisation, je ne sais pas si vous savez, mais ça date
ça a plus de 40 ans. Enfin, c'est un concept qui a été en fait mis en avant par un Américain, donc un informaticien américain qui s'appelle Larry Constantine. Et en fait, il a théorisé ça en 1968. Donc, c'est pas quelque chose de trendy. C'est en fait complètement voilà, documenté, clair, expliqué. Mais c'est une approche qui va vraiment permettre d'éviter tous les problèmes qu'on a pu voir dans les slides précédents. La seule et unique condition, c'est évidemment que vous le fassiez bien. Parce que si vous faites de la modularisation, mais que chaque module dépend des autres modules, dans les faits, en fait, vous avez rien seul. Vraiment, ce qu'il faut, c'est encore une fois essayer de répondre à toutes les problématiques qu'on a faites. Et si on devait résumer ça, en fait, c'est un concept que Larry Constantine, du coup, la personne qui a mis en exergue ce concept de modularisation, a essayé d'expliquer par maximize cohesion et minimize coupling. Lui, il a plutôt dit une structure est stable si sa cohésion est forte et si son coupling est bas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la cohésion et le coupling? La cohésion, en fait, c'est le degré à partir duquel les composants internes d'un module sont reliés. D'accord? Donc, on veut que les composants internes d'un module soient fortement couplés. D'accord? Par contre, le coupling, lui, c'est le degré de dépendance vis-à-vis des autres modules, donc de ces consommateurs ou des modules externes. Et ça, évidemment, on veut faire tout l'inverse, quoi. On veut vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas de coupling. Dans les faits, c'est une belle théorie. Vous verrez que il y a du coupling. On avait un exemple tout à l'heure. Feature 2 doit aller sur feature 1. Bah, elle doit connaître feature 1. Il n'y a pas de choix, quoi. Mais on va vouloir faire tout ce qu'on peut pour réduire ce coupling. Et c'est ce qui va permettre de faire de la modularisation. Et en fait, quand on commence, généralement, on tombe souvent dans des pièges. Je vous en donne quelques-uns, mais on va commencer à modulariser par layer et pas par feature. Erreur de débutant, ne jamais faire ça. Ou alors, on va trop modulariser. Genre, on va faire des modules avec un fichier d'une fonction, voire une constante. Allez, je peux aller encore plus loin. Ça, c'est pas bon. Ou alors, on va faire des modules beaucoup trop gros avec 56 fichiers qui mettent 3 minutes à builder parce qu'en fait, il est énorme. Bah, ça, c'est pas bon non plus. Donc, il faut arriver à trouver ce juste milieu. Un autre exemple de chose qui peut montrer un petit peu un problème de modularisation, c'est d'avoir une API surface de ce module qui est beaucoup trop compliquée. Si elle est trop compliquée, généralement, c'est un peu un code smell, comme quoi vous avez probablement mal modularisé votre feature. À l'inverse, donc ce que j'appelle overly complexe, c'est vraiment, en gros, vous avez exposé trop d'informations ou trop de capabilities vues de l'extérieur. Et puis vous pouvez aussi dépendre de trop de modules. Si vous dépendez de trop de modules, ça devient un petit peu un module coordinator. C'est généralement pas bon. C'est aussi un code smell qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien. Et puis enfin, un module qui a un feature set qui est beaucoup trop gros, c'est pareil. C'est pas la bonne approche pour modulariser, quoi. Et évidemment, quand on parle de modularisation, on arrive très vite à cette notion de build system. Parce que c'est quoi un build system? Si on regarde la définition, c'est un outil qui transforme du code source en un programme exécutable. Dans les faits, en fait, si on regarde la vraie définition, selon moi, d'un moderne build system, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt un outil qui va coordonner l'exécution d'un tree topologique inversé, d'un graphe, j'essaie de le faire en français parce que je l'avais préparé en anglais, d'un graphe dirigé acyclique, d'accord, d'action. Ça fait peur? Je vous ai perdu? Eh ben, je vais vous expliquer tous ces termes, d'accord? Et vous inquiétez pas, vous allez voir, c'est très simple. Alors, c'est quoi un DAG, Directed Acyclic Graph? En fait, c'est un graphe. Donc là, je pense que vous pouvez tous vous rappeler de vos cours de computer science. C'est rien de plus simple qu'un ensemble de nœuds à travers lesquels on va retrouver des edges, donc comment on appelle ça, des arêtes, pardon, en français, dirigées par contre. D'accord? Donc c'est vraiment des arêtes dirigées, d'où les flèches ici que vous pouvez voir. Et il est pourquoi acyclique? Ça veut dire que vous ne pouvez pas y trouver de cycle. Impossible de faire un cycle dans ce graphe. Si par exemple je rajoute une arête entre F et G ici, là vous voyez qu'il est cyclique. D'accord? Si mon build system gérait des directives, enfin c'est même pas possible, mais si vous imaginiez builder E, mais pour builder E vous avez besoin de F, mais pour builder F vous avez besoin de G, et pour builder G vous avez besoin de E. Donc là c'est un peu la fait la poule. Impossible, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est une condition sine qua non. Vous ne pouvez pas avoir un build system si vous avez un cycle dans votre graphe, d'accord? Ça, c'est vraiment le premier aspect.
Le deuxième aspect que je vous ai expliqué, c'est un mot qui fait peur, mais vous allez voir qu'en fait, c'est pas bien compliqué. C'est ce qu'on appelle le tri topologique. Donc un build system, il va en fait faire un tri topologique et relire à l'envers de ce tri topologique quelles actions doivent être exécutées. Donc imaginons, là j'ai envie de builder D. D'accord. Donc pour builder D, vous voyez que D dépend de B et E qui dépendent eux-mêmes d'autres features. Donc en fait, on va faire un tri topologique et pour faire cet algo-là, il est assez simple en fait. On va regarder D, on regarde toutes les arêtes sortantes de D, on voit que c'est B et E, voilà, et après on regarde toutes les arêtes sortantes de B et E, et on voit que c'est C, F et H. D'accord. Bah, c'est juste ça, un tri topologique. Et c'est ce que fait un build system. Il va simplement traverser le graphe en fonction du point d'entrée que vous lui avez demandé et builder ça. Si j'avais demandé D et A, bah vous verrez qu'il m'aurait buildé D, enfin il aurait commencé par D et A, qui demande B et E et qui demande C, F, H. Donc en fait ici, si je demandais de builder A, dans les faits, ça demandera juste A en plus. Il ne va pas rebuilder B, il ne va pas rebuilder E, il va juste savoir que A dépend de B. Donc dès que B est prêt, je peux builder A. Et évidemment, les autres nœuds dans ce DAG, je vais beaucoup parler de DAG plutôt que de dire Directed Acyclic Graph, mais ça, on dit vraiment DAG dans le domaine. Ce DAG, en fait, il est simplifié par ça. Et je vous ai dit que c'est un tri topologique inversé. Donc évidemment, quand tu vas vouloir builder D, on ne commence pas par D. On ne peut pas commencer par D parce qu'on a besoin de B et de E qui ont besoin de C, F et H. Et c'est pour ça qu'on le fait de façon inversée. D'accord. Donc il y a plusieurs façons, en fait, il y a plusieurs solutions à un tri topologique. Je peux vous en donner un. Ici, on pourrait faire C, F, H, ensuite BE. Hop. Et puis ensuite, une fois que j'ai buildé B et E, je peux builder D. D'accord. Donc ça, c'est une des solutions du tri topologique. Une fois que j'ai buildé D, j'ai fini. Mais en fait, il y en a plusieurs. Si vous regardez bien entre C et F, en fait, je peux inverser. Donc, ça, c'est le visual top to bottom ordering, mais c'est juste visuel. Enfin, c'est vraiment moi qui ai choisi de le faire comme ça, mais il y a d'autres solutions. On pourrait imaginer, en fait, inverser F et C en regardant plutôt. Je vais builder d'abord F parce qu'il y a plus de dépendants de F. F, il est nécessaire pour B et E, alors que C, il est nécessaire que pour B, et H, il est nécessaire que pour B. Et donc du coup, on va pouvoir avoir une tendance à se dire, il faut peut-être mieux builder F parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont besoin de F. D'accord. Donc ça, c'est une autre solution, ce que j'appelle most edges first, du tri topologique. Donc ça, c'était le tri topologique. Un autre concept qui est important dans le build system, c'est évidemment, en tout cas, c'est l'ordering de l'exécution. D'accord. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on fait ici. Ce tri topologique, une fois qu'on l'a, il va falloir exécuter, d'accord, ces tâches-là. Donc on avait un ordre, on a plusieurs ordres possibles. Ce que va faire le build system, c'est qu'il va essayer de builder d'exécuter en tout cas tous ces nœuds de la façon la plus optimisée possible. Donc prenons un exemple ici. En fait, j'ai mis dessus en fait chaque nœud un temps disons même pas c'est des minutes, disons juste c'est des unités de temps. D'accord. Donc pour builder C, j'ai besoin de 4 unités de temps. Pour builder F, j'ai besoin de 2 unités de temps. Pour exécuter H, j'ai besoin de 6 unités de temps. Voilà, on suppose que c'est constant. Évidemment, c'est jamais le cas, mais ça permet d'avoir une idée, quoi. Et en fait, le tri topologique, encore une fois, on va s'en servir à l'envers. Donc on va regarder, on va d'abord builder F ou C ou H, mais on a au moins besoin de builder ça parce qu'on ne peut pas builder autre chose. Et voilà un exemple d'exécution que peut faire mon build system. Donc comme on a dit, CF doit être buildé en premier. Il n'y a que 2 workers sur ma machine. Donc il va builder C, il va builder F en parallèle. Et puis il va builder ensuite E dès qu'il a du CPU disponible sur le worker 1. Et ensuite builder H sur le worker 2. Et puis vous voyez qu'il y a un petit trou après E parce qu'en fait B il a besoin de H et de E. Donc il ne peut pas commencer tant que H n'a pas fini. Et puis, in fine, on arrive à un unit of time de 11 minutes. Donc là, j'ai consommé 11 minutes. Et ça, c'est ce qu'on appelle le chemin critique. D'accord. Alors ça, c'est un chemin critique, mais vous allez voir, on peut essayer de l'optimiser. Si j'avais commencé par H en premier, qui était aussi une possibilité dans mon tri topologique, dans mes solutions de tri topologique, en fait, je gagnais une unité de temps. Parce que en faisant ça, H commence. C en parallèle, on peut builder F. Dès que H a fini, B peut commencer parce que aussi F a fini. Je peux aussi builder E, et puis D avait besoin de B et E, donc D build, et on a gagné une unité de temps. Et évidemment, je peux encore optimiser. Si je rajoute plein de workers, je peux peut-être aller plus vite. Dans les faits, en fait, oui, je peux aller plus vite. Là, j'arrive à 9 unités de temps. Mais si je rajoute 10 workers maintenant, en fait, je suis
au maximum de ce que peut faire mon build system. D'accord ? Et ça, c'est ce qu'on appelle le chemin critique. D'accord ? Et en fait, si on regarde, c'est le temps minimum, enfin le temps, pardon que je ne dise pas de bêtises, c'est le temps minimum nécessaire pour builder votre action. D'accord ? Donc ici, si on regarde, en fait, D dépend de B qui dépend de H, on ne pourra jamais aller plus vite que 9 unités de temps. D'accord ? Même si vous parallélisez, si vous avez plus de workers, ça ne changera rien. Dans la structuration de votre DAG, aujourd'hui, ça ne changera plus rien. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir se rappeler par la suite et pourquoi c'est important et comment on va essayer d'optimiser ça. Et enfin, le dernier aspect qui est important dans un build system, c'est ce qu'on appelle la compilation avoidance, enfin le caching en premier, et après la compilation avoidance, qui est un peu un caching on stéroïde. Pour vous expliquer tout ça, c'est vraiment très simple. Donc j'ai mon DAG, toujours le même DAG, et je vais regarder A, juste quand je veux exécuter A. Donc rappelez-vous, ça met 5 unités de temps à builder. Et en fait, que va faire le build system ? Il va regarder vos inputs, et il va sortir des outputs. Il va faire un peu ce qu'on appelle la memoization. Donc on va lui donner par exemple 3 inputs, là ici 3 cercles, qui donnent un carré bleu. D'accord ? Après, je le rappelle et je lui demande maintenant tes inputs, c'est 3 ronds jaunes. Donne-moi l'output, ça donne un carré jaune. Voilà, je mets ça quelque part dans un cache. Et puis là, maintenant je demande 3 ronds bleus. Mais j'ai déjà fait ça. En fait, A va se dire en fait, j'ai déjà fait ça, je sais ce que c'est, parce que je suis hermétique, je sais que je suis... en fait, si vous me rappelez, avec les mêmes inputs, je vais redonner forcément la même output. Donc ce qu'on dit hermétique et déterministe. Et donc là, on va gagner les 5. On va gagner les 5 unités de temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a juste à aller voir dans le cache qu'est-ce qu'était le résultat de cet input. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment quelque chose qu'on va optimiser au maximum at scale, parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir des temps de build qui soient raisonnables. Et c'est pour ça que je parlais vraiment de warm cache plutôt que de cold cache, de warm build plutôt que de cold build, parce que évidemment, ça ne marche qu'avec des warm builds. C'est vraiment le principe même des warm builds. Voilà, et donc si on regarde d'un point de vue graphe, c'est quoi cette herméticité, cette idempotence et ce caching ? Là, imaginons E a été impacté. Il y a eu quelque chose qui a fait que ses inputs ont changé. Et bien forcément, ses outputs vont changer. Et donc tous ceux qui consomment les outputs de E vont aussi devoir se rebuilder, puisqu'ils n'étaient pas capables de faire ça. Évidemment, dès que vous avez du caching, en fait, alors c'est plutôt la compilation avoidance, vu que l'output n'a pas changé, vu de D et de G, pardon, vous n'allez pas avoir à rebuilder quoi que ce soit. En fait, D et G vont rien avoir à rebuilder parce qu'en fait, l'output de E n'a pas changé. Donc en fait, c'est quoi notre chemin de... Là, c'est vraiment... c'est quoi notre étoile du Nord ? Qu'est-ce qu'on doit vraiment, une fois qu'on comprend ce qu'est un build system, qu'est-ce qu'on doit essayer d'optimiser ? Déjà, on doit, je vous l'ai dit dès le début, essayer d'avoir des compilation units qui soient correctement sizés. Pourquoi ? Parce que si vous avez quelque chose qui dure forcément 3 minutes, il sera forcément dans le... il y a de fortes chances qu'il impacte le chemin critique et que votre build system ne puisse pas aller plus vite que ces 3 minutes, parce qu'il faut au moins builder, il y a un module qui prend plus de 3 minutes. Donc nous, chez Amo, alors on n'a pas de règles strictes, mais on essaie on avait quelque chose d'assez similaire chez Snap, c'est si ça met plus de 15 secondes sur la CI, ça doit être splitté. Donc c'est aussi un des drivers. Je ne dis pas que dans les faits, là j'en ai un en tête, un module qui met un peu plus de 15 secondes en ce moment, mais il va falloir qu'on split. Le deuxième point, c'est évidemment tout faire pour leverage, la compilation avoidance et le caching. C'est ce qui fait que at scale, vous pouvez continuer de builder des systèmes aussi compliqués. Si vous n'avez pas ça, c'est foutu d'avance. Le troisième point, et ça on y reviendra un petit peu par la suite, c'est de vraiment considérer ce concept de frequency of change. C'est pas grave de dépendre de quelque chose qui change pas souvent et qui va vous faire rebuilder. Par contre, c'est très grave de dépendre de quelque chose qui change souvent et qui va vous faire rebuilder. Surtout s'il est en bas du DAG, d'accord ? Quand je dis en bas du DAG, c'est si c'est vraiment quelque chose qui va invalider tout l'arbre, c'est très très grave. Enfin, en tout cas, c'est pas grave, voilà, vous allez pouvoir dormir encore, mais vous allez avoir des problèmes de build, clairement. Donc en fait, ce concept de frequency of change, c'est quelque chose qu'on a beaucoup mis en avant et qu'on a beaucoup utilisé pour faire en sorte d'avoir des build systems qui soient rapides. Et puis enfin, je crois que vous l'avez vu avec cette notion de critical path. En fait, un critical path, ça veut dire que c'est généralement une indication d'un DAG qui est beaucoup trop vertical et pas horizontal. L'horizontalité va vous apporter de la parallélisation.
va réduire les critical paths, alors que si vous arrivez avec de la profondeur, eh bien vous allez avoir forcément des critical paths qui sont longs et donc des temps de build qui sont longs. D'accord, donc c'est vraiment ça qu'on va essayer de leverage pour mettre en place une code organization qui permet d'avoir des temps de build qui soient corrects. Le deuxième point qui est important, et en tout cas ça c'est un sujet qui me tient vachement à cœur, qui est la notion de code locality, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, c'est de dire, en fait, comme on le fait dans des équipes, généralement une feature team, elle a les mêmes bureaux, tout le monde est ensemble. Bah, d'un point de vue code, ça doit être la même chose. Votre code, il ne doit pas dépendre d'un dossier qui est en fait à 3 parents au-dessus, puis redescendre de 3 enfants, mais plus loin. Ça, c'est pas acceptable. D'accord ? Donc vraiment, la code locality, c'est de dire, dans votre dossier, votre monde se trouve dans votre dossier. Et en fait, pourquoi c'est important? Parce que déjà, c'est la façon dont pense le cerveau humain, et c'est la façon de réduire la cognitive load, d'accord, la charge mentale. Dès que vous arrivez sur une feature, vous arrivez sur un module où tout est dans ce module, il est complètement autonome, complètement compréhensible tel quel, et donc vous pouvez arriver à vous l'approprier assez facilement sans être submergé par, je vous l'ai montré, le nombre de lignes de code, la vélocité, ça peut vraiment faire, en tout cas inquiéter pas mal les nouveaux arrivants dans une code base. Donc je vais vous donner un petit peu par exemple ce qu'on a nous en place chez Amo. Donc ça, on est dans un monorepo, donc tout le code est dans un seul et unique repo Git, d'accord. Et on a décidé de splitter, alors c'est plus historique, c'était fait un petit peu avant que j'arrive, mais de splitter par plateforme. Pourquoi? Parce qu'en fait ça correspond très bien à notre organisation, où dans les faits, les Android Dev, même si en fait on a un monorepo, tout le monde peut faire une feature de bout en bout, le back-end, dans les faits en fait ça se passe pas. Parce que les gens ils sont souvent experts en Android ou experts en iOS ou experts en Rust, voilà. Et donc on a séparé plutôt en fonction de cette expertise-là, d'accord. Donc vous avez Android qui contient évidemment toute la code base d'Android pour toutes les apps, tous les modules, machin. iOS qui contient la même chose pour iOS, et puis RS. Je ne suis pas fan de la terminologie, mais c'est Rust en gros. Et moi, j'aurais peut-être séparé plutôt back-end et core. Mais aujourd'hui, RS, c'est vraiment un dossier dans lequel tous les Rust développeurs vont évoluer, d'accord. Tools, voilà, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, mais docs, c'est de la doc. Tools, comme son nom l'indique, c'est du tooling pour cross-projet, en tout cas, ou cross-Android, iOS, web et RS. Si vous avez du tool qui est spécifique à iOS, il va être sous iOS, d'accord. D'ailleurs, on peut regarder, en fait, si on rentre dans le module, dans le dossier Android, on va trouver ici plusieurs directories, d'accord. Et dans ces directories, il y en a 4 en fait qui sont intéressants dans notre cas, qui sont apps, components, foundation et platform, d'accord. Pourquoi? Parce que c'est en fait ce qui va définir nos 4 catégories de modules, ou en tout cas nos 4 catégories de modules. Foundation, j'y reviendrai un petit peu par la suite, mais déjà pour faire une rapide overview, Foundation, ça va être en gros des additions ou des extensions à des frameworks qu'on utilise. Je donne des exemples, mais Android Framework, ça fait vraiment très bien le travail, mais des fois on trouve qu'il manque des choses dans Android, d'accord. On va faire un Foundation module qui vient apporter des fonctionnalités à Android. Pareil pour Coil, on en a pour Coil, on en a pour Coroutine, parce qu'on veut des nouveaux opérateurs qui ne sont pas dans la standard lib. Tout ça, on va le mettre dans Foundation. Et surtout, Foundation, du coup, est complètement agnostique. Il n'y a pas de notion de business. On pourrait le sortir d'Amo, on pourrait le mettre en open source. Il n'y a aucun nom Amo dedans, voilà, à part peut-être le package name aujourd'hui, parce que la convention, c'est ça. Mais il n'y a pas de business logic du tout dans Foundation. Le deuxième aspect, c'est plateforme. Là, on va commencer à avoir un peu plus pas de business logic, mais en tout cas de relation au métier dans lequel on évolue. Et donc, typiquement, en fait, plateforme, ça va être notre framework à nous. D'accord. Donc, on a plein de frameworks. On va avoir un framework autour de la navigation. Donc, nous, on a un framework in-house de navigation. On n'utilise pas Compose Navigation. On a des frameworks d'analytics, de bug reporter, de crash reporter, de deep linking, de push handling, voilà, on en a plein. C'est des choses internes, mais qui ne viennent pas utiliser, en tout cas qui ne mettent pas en avant le business. Voilà, on va pas mettre dans ces modules-là du tout de choses liées au business.
À l'inverse, par contre, component, là, c'est vraiment, enfin, on n'a pas appelé feature parce que j'en ai marre d'entendre parler de feature partout, et donc du coup, on l'a appelé components, ce qui est un mot encore un peu valise aussi, mais c'est en gros l'équivalent des features. Donc dedans, vous allez retrouver, je peux vous donner un exemple, mais les settings, vous allez retrouver les best friends, nowplaying, enfin toutes les features qui sont dans l'app. Et contrairement à ce qu'on pouvait discuter juste avant dans le cadre de Le Bon Coin, chez nous, les features, c'est pas du tout des screens, c'est pas du tout des activités forcément l'entry point, c'est vraiment juste une feature au sens indépendante vis-à-vis du reste de l'application. D'accord ? Donc typiquement, et ça ne veut pas dire qu'elle va être affichée que sur un screen. Non, clairement, si vous connaissez un peu Amo, je pense à Quentin qui est jusqu'ici, qui a créé une feature qui s'appelle Now Playing, où on va en fait l'avoir sur la carte, mais on va l'avoir sur le profil aussi. Si vous allez dans Settings, vous avez aussi un peu de Now Playing. Tout ça, en fait, même si c'est affiché dans N écrans dans l'app, tout le code se retrouve dans le dossier Now Playing. Parce qu'on a vraiment tout architecturé pour que ça soit par de l'injection de dépendance, le module Now Playing qui vient injecter dans Settings des settings, qui vient injecter dans la carte un truc de Now Playing, qui vient injecter dans le profil une petite carte de Now Playing. Voilà, on a inversé vraiment la logique. Et puis enfin, apps. Pourquoi apps, c'est pas app? Parce qu'on en a plein, comme je vous disais. Et donc en fait, les apps, globalement, c'est des coquilles vides presque. Si vous regardez nos apps, globalement, il y a 4 fichiers. Pourquoi? Parce que et on le verra un petit peu par la suite, c'est juste une définition dans le build.gradle.kts ou dans le build.basel de c'est quoi les dépendances, quel module j'ai besoin, quelle feature j'ai besoin, et c'est tout, parce que tout est défini dans les modules et rien dans les apps. Des fois, comme on fait évidemment de l'injection de dépendance, si vous avez vraiment besoin d'injecter certaines choses, ça peut finir dans l'app, mais la plupart du temps, ça reste dans les components. Je pourrais peut-être vous faire une démo à la fin si ça vous intéresse, vous montrer un peu la code base. Et donc, je vous montrais, dès qu'on est dans Component, on va avoir une feature. Donc là, par exemple, je vous ai pris l'exemple de Settings. Et sous Settings, vous allez avoir plein de dossiers. Et ces dossiers sont en fait des modules, au sens Gradle du terme. Là, on est vraiment sur c'est pas des dossiers au sens file system du terme. C'est des dossiers au sens file system, mais c'est aussi des modules au sens Gradle du terme. Et on en a au moins 5. Je vais vous en montrer. En fait, on en a des fois jusqu'à 7 types. Le premier, du coup, c'est ce que j'appelle API. C'est un peu ce que vous avez appelé dans le cas de Le Bon Coin public. Nous, en fait, c'est vraiment la surface d'API. Donc, tout ce qu'un module va exposer de consommable pour les autres va se retrouver dans l'API. Généralement, en fait, c'est 1, 2 interfaces, 3 data classes, et encore des fois, c'est même pas des data classes parce qu'en fait, on s'en fiche, c'est juste une struct au sens vraiment basique du terme. Lib, qui est le deuxième type, là c'est vraiment l'implémentation. Nous on l'appelait Lib parce qu'on en avait un peu marre chez Zenly, on avait déjà ça en place et implémentation, à chaque fois on ne savait jamais si on parlait des modules ou si on parlait vraiment de l'implémentation. Du coup on l'a appelé Lib, mais c'est vraiment l'implémentation. Donc Lib va être simplement l'implémentation de ce qu'il y a dans API. Donc il va y avoir généralement beaucoup plus de code dans Lib et généralement 1 ou 2 fichiers dans API. Donc c'est vraiment des tout petits modules. Bindings, c'est bien d'avoir un symbole public que vous pouvez consommer vu de l'extérieur, mais si vous n'avez pas d'implémentation concrète, ça ne sert à rien. Et c'est là où on pourrait faire un autre talk d'une heure facile sur l'injection de dépendance et inversion of control. Évidemment, nous, on fait, ce système-là ne marche que si vous faites de l'inversion de dépendance. On le fait avec Dagger, Hilt, dans notre cas. Mais donc, on va mettre tout ce code-là dans Bindings. Donc, dans Bindings, vous avez la définition du module, vos provides, vos multi-binds, vos binds. Voilà, tout ça, ça va être dans Bindings. Historiquement, on l'a mis dans un module séparé, c'est parce que, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a pas mal fait évoluer suite à notre expérience at scale chez Zenly, parce qu'en fait, à l'époque, les annotation processors n'étaient pas incrémentaux. Et donc, on mettait ça dans Lib, et comme Lib était gros, à chaque fois qu'il bougeait un peu, il fallait relancer tout l'annotation processing pour avoir la génération de code, et ça prenait du temps. Et en fait, on s'est dit, ok, maintenant, on n'a plus le choix. On sort tous les modules de Bindings dans leur propre module, ce qui fait qu'en fait, KSP, c'est peut-être lent, mais en vrai, il y a 3 fichiers, même pas. Généralement, c'est un fichier avec 2 interfaces de 2 fonctions, et donc ça run à une vitesse incroyable. Core et Core Bindings, ça c'est quelque chose qui est très spécifique à Amo. En gros, je vous expliquais, on a un artefact qu'on cherche, on a une librairie binaire, un binaire partagé entre iOS et Android. Et ce binaire aujourd'hui, il partage une seule et unique interface. Et le problème, c'est que quand on en dépend, comme elle change souvent, il vient tout invalider.
D'accord, il vient invalider tous ceux qui dépendent de Core. Et comme c'est quand même très bas dans la hiérarchie, bah, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, OK, on va tout wrapper, on n'a pas le choix, pour faire en sorte qu'on puisse builder API, lib, enfin tout sauf ce qui dépend du Core, et repousser l'échéance de devoir builder le Core au dernier moment. Donc je vais pas descendre dans les détails, mais Core, du coup, c'est l'implémentation spécifique pour notre back-end à nous de l'API. Et Core Bindings, bah, c'est les modules qui viennent dire, c'est le module qui vient dire l'implémentation de cette API. En fait, voilà, je te donne la concrète implémentation via le Core. Et puis enfin, il y a deux autres types. Sample, en fait, on n'en fait pas beaucoup. Enfin, j'avais mis ça un peu au début en me disant ça va être pratique pour faire une feedback loop rapide, mais dans les faits, en fait, les samples, ils servent à rien si vous avez un truc qui build en 5 secondes. Et dans les faits, moi, je préfère qu'on build la main app ou les main apps en 5 secondes plutôt que de builder et avoir à maintenir n sample app juste pour tester un cas d'usage. Voilà. Donc, en fait, on a quelques sample apps, mais dans les faits, je te regarde Quentin, mais je crois que tu n'as jamais runné une sample app. Voilà, donc on en a, mais aujourd'hui on n'en fait pas beaucoup. Et puis enfin le dernier type de module, c'est les apps dont je vous ai parlé, qui sont vraiment les toutes dernières. Voilà, donc on va rentrer un petit peu dans ce que ça, enfin à quoi ça ressemble du coup si on build un peu tout ça et qu'on construit un peu ce graphe de dépendance. En fait, on a les foundation modules. Donc je vous ai dit Android X, CoilX, ComposeX, CoreRoutinX. Au-dessus de ça, on va avoir plateforme. Qui vient définir, là je vous donne quelques exemples, mais chez nous on a Analytics, Navigation qui est notre in-house framework de navigation, Bug Reporting qui est notre in-house framework de reporting, Unified Map qui est notre in-house framework de mapping, parce que Google Maps ne répond pas du tout à ce qu'on a besoin, donc en fait on vient l'enhance et complètement s'abstraire de Google Maps pour pouvoir demain faire du Mapbox sans aucun problème et sans changer rien du tout dans la codebase hors Unified Map. Au-dessus de ça, on va avoir les components. C'est là où vraiment le gros du gras se trouve, parce que vous allez retrouver toutes les features. D'accord. Donc, là, je vous en donne quelques-uns, mais Best Friend, Identity, Profile, Settings, Now Playing. Et puis, en dessus de ça, vous allez retrouver évidemment les apps. Là, je vous en donne quelques-unes, mais je vous en ai dit, il y en a plus. Location, Location Instant, Graph, Graph Instant. Ça, c'est les 4 grosses sur lesquelles on bosse aujourd'hui. Et dans tout ça, on va avoir des dépendances. Et là, je vais commencer à vous faire peur parce que je vais devoir mettre des flèches de dépendance. Et je vous rassure, j'ai pas mis tout. Si je mettais tout, je pense qu'il n'y a que du noir sur le slide. C'est pas possible parce qu'il y a vraiment beaucoup de dépendances. Mais dans les faits, en fait, j'ai mis assez pour qu'on comprenne quels vont être les impacts de certains changements sur ce graphe-là. La première règle déjà, c'est tout ça, c'est un flow unidirectionnel. D'accord. Donc apps a le droit de dépendre de tout ce qui est en dessous de apps. En général, il dépend de component et un peu de plateforme. D'accord. Rarement de foundation, mais il a le droit. Component a le droit de dépendre de components, d'autres components via leurs API, ou de plateforme via leurs API, ou de foundation. D'accord. Donc c'est component a le droit de les deux lui-même ou en dessous. Plateforme, pareil, a le droit lui-même, enfin quand je dis lui-même, c'est un autre module de plateforme par son API, ou en dessous, ou foundation. Dans les faits, dans plateforme, on en fait très très peu parce qu'en fait, quand vous faites un système de navigation, ça a un peu rien à voir avec Unified Map, quoi. Donc il n'y a pas beaucoup d'overlap. Et puis enfin, foundation, là c'est encore pire. Généralement, il n'y a aucune interdépendance. Android X, c'est juste, ça dépend de Android SDK. CoilX, ça dépend de Coil. CoreRoutinX, ça dépend de la standard lib coroutine, et c'est tout, quoi. Donc si on commence à mettre des flèches ensuite sur quoi on dépend, d'accord. Donc à chaque fois que vous avez un component, vous avez les bindings qui dépendent de lib, et lib implémentant l'API, vous avez lib qui dépend aussi d'API, d'accord. Et ça pour tous les modules. Pareil côté plateforme, donc vous avez les bindings qui dépendent de lib et la lib qui dépend d'API. Là, ça commence à être un peu plus compliqué. Donc, les components ou plateformes, dans leurs implémentations, elles vont des fois utiliser Foundation. D'accord. Donc là, je vous en ai donné trois exemples. Now Playing Lib qui dépend de CoreRoutinX. Je vous ai donné aussi l'exemple de Unified Map Lib qui dépend de CoreRoutinX ou de Navigation Lib qui dépend de ComposeX. D'accord. Les components ont le droit de dépendre de plateformes, mais que par leurs API. D'accord. Et donc, du coup, ici, Now Playing dépend de l'API de navigation. En général, vu que c'est notre framework de navigation, tout dépend de Navigation API. Toutes nos features, presque toutes nos features dépendent de Navigation API. Si elles font un tant soit peu de navigation. Si elles sont juste injectées quelque part dans un écran, évidemment non. Mais si elles font un peu de navigation, elles affichent une dialogue, elles affichent un écran, elles vont dépendre de navigation.
Best Friend, vous le voyez la même chose. Best Friend, il y a un écran dédié à Best Friend. Du coup, l'implémentation de Best Friend dépend de l'API de navigation. Pareil, dans le cas de Profile, alors les analytics, c'est quelque chose qui est super important pour nous parce que c'est notre visibilité sur l'usage de l'app. Donc, beaucoup de nos components dépendent des analytics. Et donc, là, je vous ai donné un exemple. Profile lib dépend de l'API d'analytics. Donc, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir traquer des events et potentiellement updater ce qu'on appelle des user properties. Et là, alors, je vais repasser un petit peu pour que vous le voyez. Les trois flèches que je viens de rajouter, c'est les dépendances intercomponentes. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, NapPlaying, il vient s'afficher dans Settings. Il a le droit de rajouter des paramètres de Settings dans Settings, parce qu'il a besoin de certaines valeurs. Et donc, pour ce faire, chaque feature component a le droit de dépendre d'une autre feature component. Chaque component a le droit de dépendre d'un autre component, mais que par son API. D'accord, que pour son interface publique. Et ici, vous voyez que NowPlaying lib dépend de Settings API et que Best Friend lib dépend de Identity API. D'accord. Mais on ne dépend strictement jamais de lib. Et nous, on l'a enforce et même un lint. Donc en fait, ça passe pas le build si vous dépendez de lib. Sauf si évidemment vous allez mettre dans un lint.xml ignore. Voilà. Mais bon, il y aura quelqu'un pour regarder. Et enfin, les apps, elles ont le droit de dépendre, comme je vous disais, de tout ce qui est en dessous d'elles, enfin tout ce qui est en dessous, mais généralement les apps, c'est l'artefact final, donc il n'y a pas le choix. Elle ne peut pas dépendre que d'une API. Elle a besoin d'agréger une interface à une implémentation concrète. Donc elles vont généralement juste dépendre de bindings, d'accord. Elles peuvent dépendre de component bindings ou de platform bindings. Donc là, dans le cas, je vous ai donné juste deux exemples. Location dépend de Best Friend Bindings et Location dépend de Analytics Amplitude Bindings, parce qu'on fait des analytics par amplitude. Et donc, c'est l'injection de l'implémentation amplitude de nos analytics. Donc vous voyez déjà un petit peu les avantages en termes d'évolution possible de cette code base, parce que vous pouvez imaginer que demain, en fait, si on veut passer d'amplitude à autre chose, en fait, le seul code qui va changer, c'est au niveau de l'implémentation de Analytics. En fait, on a tout wrappé. Il n'y a pas Sentry, on fait du Sentry par exemple pour le crash reporting. Sentry est complètement invisible vu des components et vu des apps, c'est juste un module crash reporting. Le bug reporting, on utilise Shake en interne. En fait, pareil, vous le voyez là, c'est Shake. En fait, c'est pas visible vu de l'extérieur parce que tout ce qu'on utilise, c'est bug reporting. Donc en wrappant tout ça, et pareil pour Unified Map, on voit pas Google Maps vu des features, alors que quand même, ça peut paraître évident qu'on fait du Google Maps, mais en fait, vu des components modules, on voit pas du tout Google Maps parce que tout ça est caché derrière un framework qui s'appelle Unified Map et qui vient gérer beaucoup plus, l'animation des marqueurs. Et d'ailleurs, je fais un peu de promo pour un collègue qui fera un talk là-dessus à Android Makers dans 2 semaines. Voilà, donc on a ça. Évidemment, encore une fois, c'est vraiment très très basique là, les flèches, il en manque beaucoup. Mais si je vous mettais toutes les dépendances, on n'aurait plus de blanc du tout sur ce slide. En tout cas, ce qui est important, c'est de comprendre maintenant, une fois qu'on a cette archi-là, qu'est-ce qui se passe si lib est invalidé. Donc en gros, si lib, quelqu'un a travaillé sur lib, Best Friend lib, là on va remonter toutes les flèches qui dépendent de lib. Et en fait, on ne va pas builder grand-chose. On va builder bindings de Best Friend, et puis évidemment l'app, in fine, qui a besoin de cette feature Best Friend, et c'est tout. Voilà. Donc là, vous avez un graphe qui est énorme, et pourtant, vous avez rebuildé que 3 modules. D'accord ? Donc vous avez quelque chose qui a un critical path, un chemin critique, pardon, qui est vraiment en fait potentiellement que 3 actions. Autre exemple, je suis dans plateforme, je viens changer le framework de navigation. Je ne change pas son interface. Globalement, son interface, c'est naviguer de tout, c'est une fonction. Donc, il n'y a pas grand-chose à changer. Je vais juste changer son implémentation parce que j'ai plus envie qu'il fasse on a un système de Dijkstra où j'ai envie de changer ça. C'est plus un Dijkstra, c'est quelque chose de peut-être différent. On change. Qu'est-ce qui va se passer? Pareil. Le bindings va être invalidé, il faut rebuilder le bindings et toutes les apps qui en dépendent, dans notre cas toutes parce qu'elles dépendent toutes de navigation, mais on va juste rebuilder les apps. Donc c'est dans ce cas-là 6 modules, c'est rien du tout par rapport au nombre de modules qu'on a. Je vous rappelle, on a 350, donc il en manque là. À l'inverse, par contre, si je commence à modifier l'API, j'ai pris l'exemple de settings, je modifie l'API, ça commence à être un petit peu plus, à avoir un peu plus de répercussions, parce que tous ceux qui dépendent de l'API vont être invalidés. Évidemment, l'implémentation de cette API, le bindings de cette API,
et donc les apps qui en dépendent, et puis évidemment tous les components qui dépendent de cette API. Mais c'est pour ça que je vous parlais de frequency of change. Ça n'arrive jamais. Enfin, c'est 1% d'écart, 0,5% du temps, c'est ce qui se passe. Et si vous avez un build qui est un peu plus long dans ce cas-là, c'est pas très grave parce que c'est 0,5% du temps. Vous devez optimiser pour les 99,5% restants. D'accord ? Et donc cette organisation-là, elle permet ça. Et pareil, encore pire, si vous commencez à invalider Foundation, vous commencez à tout invalider, tout ce qui dépend de Foundation. Donc vous remontez à des implémentations. Si vous avez cette implémentation, c'est les bindings et tout ce qui en dépend. Mais c'est tellement bas dans le graphe qu'en effet, il faut pas si vous les invalidez, ça aura forcément un impact. Et dans les faits, en fait, pareil, ce n'est pas très problématique parce que jamais on change les Foundations. C'est rare où ça arrive 0,5% du temps. Donc dans les faits, en fait, ça ne pose pas de problème. Donc ça, c'était le côté build time. Je pense que vous l'avez vu pour la reusability, avec ce modèle-là de structure de code et d'organisation du code, ça devient complètement évident et facile. En fait, alors là, je vous ai mis du Gradle pour te faire plaisir, Renaud. En fait, chez nous, une feature, quand on veut la mettre dans une app, c'est juste une ligne. Enfin, là, je vous l'ai mis sur 2 lignes, mais 3 lignes. Implémentation de qu'est-ce qu'on a besoin. On va mettre settings dans cette app. Je dépends de bindings et c'est fini. J'ai tout qui est automatiquement injecté parce que settings vient avec son avgraph, settings vient avec ses analytics, settings vient avec toutes les settings qu'il doit afficher, settings vient avec tout. En fait, tout est vraiment code localisé. Optionnellement, mais c'est assez rare, on doit parfois injecter quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'on a des fois des modules qui ont un look and feel ou en tout cas une utilisation qui est un petit peu différente entre les apps. Je vous donne un exemple, mais dans Settings, on a un lien qui permet d'aller sur l'Instagram ou là c'est quoi ? Si c'est Instagram de cette feature, enfin de cette app. Évidemment, je ne peux pas le mettre dans Settings parce que sinon je vais me retrouver avec un if location, je mets ça, if graph, je mets ça, et ça c'est pas modularisé. Du coup, on va l'injecter plus tôt, on va inverser la dépendance. Et donc, c'est le seul truc que j'ai potentiellement besoin de mettre dans l'app, c'est de dire je vais injecter la configuration. Et là, vraiment, je vous le dis, c'est du code que j'ai copié-collé hier soir. On n'a que ça pour Settings, pour mettre Settings dans les deux apps main qu'on a. Parce que les settings ne sont pas dans les instant apps. Le côté réutilisabilité, vous allez le voir aussi, par exemple ici. Alors, je ne sais pas si on voit bien. En bas, là, vous voyez que ce code-là, il est dans apps location build.gradle.kts. D'accord ? En fait, les avatars, donc c'est la façon d'afficher les avatars. On a des avatars animés. Ce module-là, on veut aussi l'avoir dans location instant build.gradle.kts. On rajoute juste une ligne et on l'a. Et puis si on veut l'avoir dans j'ai mis quoi, oui, si on veut une autre feature, on veut rajouter une autre feature qui est super secret mais qu'on veut que dans l'internal, là c'est API, nous on l'appelle API, on a API ou store, API implémentation de cette super feature. Et comme ça dans cette app, quand elle est build en API, j'ai cette feature mais je ne l'ai pas quand je build en store. Voilà, donc ça permet vraiment d'avoir quelque chose de ultra modulaire et complètement, encore une fois, les apps deviennent des agrégats de features, il n'y a rien qui est défini dans les apps. Et puis le dernier point qui est aussi un sujet qui est super important pour moi, mais en toute transparence, je pense que ça a pas c'est beaucoup trop tôt pour parler de ça à des scales comme Amo. C'est juste que je l'ai connu à des scales beaucoup plus gros, notamment chez Snap. C'est un sujet qui est généralement plus nécessaire dans des boîtes où on commence à avoir 200-300 développeurs qui travaillent sur une même code base, où vous devez avoir une attribution claire de qui est owner, qui est potentiellement reviewer, qui est accountable sur telle feature. Donc c'est ce que moi j'appelle plus globalement l'ownership. Il y a déjà des outils qui vous permettent de faire ça. Le premier, le plus connu, c'est Code Owners de GitHub. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, qui a le mérite d'exister, le mérite d'exister. Moi, je pense que c'est pas du tout la bonne façon d'approcher le problème. Pourquoi ? Parce que déjà, il est en fait tout comme GitHub n'est pas fait pour des gros repos. En fait, GitHub pour moi est fait pour des petits repos et donc pas du tout pour des monorepos tels que nous on a l'usage. Il utilise déjà une syntaxe que je trouve un peu antédiluvienne, qui est en fait la syntaxe de gitignore, mais avec des globes. Je trouve que c'est un peu antédiluvien. Ça a une logique assez unorthodoxe, je trouve, parce que je ne sais pas si vous saviez, mais quand vous mettez un codeur sur GitHub, un code owners sur GitHub, c'est pas le premier qui match, c'est le dernier qui match. Ce qui est un peu bizarre, je trouve, mais c'est le dernier qui match le pattern qui est en fait considéré comme le code owner. La syntaxe, elle est au final beaucoup trop permissive
Pourquoi? Parce que vous avez le droit de mettre, moi en tant que Cyril, je own tout ce qui est étoile.kt. Ça ne scale pas ça. Si demain on a 1 million de fichiers, 3 milliards de lignes de code, j'ai pas envie d'être notifié parce qu'il y a un change dans KT qui a eu lieu. Ce qui est important, c'est au final d'avoir de la code ownership par feature, par component, par plateforme component, enfin par plateforme module. Exactement tout ce que j'ai expliqué par le passé. L'autre problème de code owner, c'est qu'il n'est pas résilient au refactoring. Si vous déplacez un dossier, bah en fait, votre pass il est plus bon et bah, vous l'avez oublié parce qu'en fait, votre IDE, il n'en sait rien. Donc ça ne marche pas très bien. Et puis surtout, en fait, la définition même d'avoir un seul et unique fichier que tout le monde utilise, bah, il n'est pas owné. Et s'il appartient à tout le monde, il appartient à personne. Donc en fait, GitHub Code Owners, bah, aujourd'hui on l'utilise. Pour être transparent avec vous, on l'utilise. Mais j'ai déjà préparé un outil qui permet d'éviter en tout cas très vite le supprimer et de passer à quelque chose de plus scalable que Code Owners. Et cet outil, en fait, il est basé sur deux projets que moi je trouve qu'on définit très bien cette notion-là, qui s'appelle les owners de Chromium. Je ne sais pas si vous faites un petit peu d'open source et si vous connaissez cette code base. Ils définissent en fait un fichier qui s'appelle owners, qui va être dans un dossier et qui va dire qui sont les owners de tout ce dossier et de tous les sous-dossiers de ces dossiers et ainsi de suite. Il y a aussi Kubernetes, qui a quelque chose d'assez similaire. Ils ont open sourcé ça, donc je crois que de souvenir, c'est en Go avec Kubernetes. Et puis c'est un fichier texte sur Chromium, mais je pense que c'est du C++ non, ça doit être du Python sur Chromium, qui ne sont pas des langages que nous on utilise. Donc ce qu'on a fait, on a recodé nous-mêmes. En vrai, c'est pas grand-chose, hein, c'est 2 fichiers KT. Je l'ai fait en Kotlin. C'est pas grand-chose. Mais donc si je vous donne quelques exemples, j'ai un peu trimé la liste, mais si je fais find dans le dossier Android de tous les fichiers owners, bah, vous allez voir que typiquement Platform Unified Map, il a une définition de ses owners. Donc si je vais ouvrir ce fichier owner, bah, je vais savoir qui est owner de Unified Map, et surtout c'est cette personne-là qui sera accountable, c'est cette personne-là que je vais devoir pinguer quand le code est changé, et c'est pas quelqu'un qui connaît tous les fichiers KT. Ça n'a pas de sens. Ça. Voilà. Et vous voyez aussi que c'est hiérarchical, c'est-à-dire que si je n'ai pas d'owners dans un dossier, bah, je vais remonter au dossier parent. Si j'en trouve pas, je remonte au dossier parent jusqu'à ce que je trouve un owner. D'accord ? Donc au final, ça permet aussi de définir une chaîne d'importance. C'est-à-dire que moi, je suis dans owners comme étant le owner de tout Android, mais dans les faits, normalement, je ne devrais jamais être notifié que pour le code qui n'est pas owné. D'accord ? Et à la fin, en fait, on doit avoir du code qui est forcément owné. Et si je regarde un fichier, bah, par exemple, là je viens de vous l'afficher, qu'est-ce qu'il y a dans ce Android Owners ? Bah, c'est en fait un fichier YAML qui définit un label. Donc ça va permettre à la CI de voir, dès qu'un fichier dans ce directory a été modifié, je vais taguer la PR avec un tag Android. Et puis les owners, du coup, in fine, ça va être Benoît et moi. Voilà. Mais dans les faits, évidemment, on ne veut pas que ça arrive. Il y a un autre point que j'ai oublié là, c'est que vous voyez que c'est complètement refactoring resilient. Si je change le nom là, ça casse pas. Si je déplace des dossiers, ça casse pas. Tant que vous déplacez le owner avec le code, il n'y a pas de cassage. Tout fonctionne. Et puis bah, évidemment, vous avez un petit utilitaire. Donc nous, on peut runner avec c'est Bazel. Vous voyez qu'il y a l'instance, l'invocation de Bazel qui a lieu, mais globalement, vous appelez owners. Et puis owners, bah, voilà, c'est un petit command line tool qui est très simple avec 3 fonctions, 3 commandes. Vous pouvez créer un nouveau fichier owner là où dans votre working directory. Vous pouvez formater recursively tous les owners pour matcher les conventions du projet. Ou vous pouvez display l'ownership de certains fichiers. Et je vous donne un exemple. Par exemple, si là je lance owners et je lui demande de lister, je ne sais pas si on voit non, on voit pas mon curseur, mais en haut vous voyez que je vais lister les owners de components Keyslope et de iOS App Clips Location et de ensuite RS Mobile. Et vous voyez qu'il vous dit ce premier fichier, ce premier directory, fichier au sens file system du terme, est bien owné par Benoît Gobi et Cyril Mottier. Celui-là, par contre, il est unowned, donc on ne sait pas qui own de ça. Et le owned RS Mobile, il est bien owné par ces 3 personnes. Voilà. Donc ça va nous... En tout cas, aujourd'hui, on n'est pas encore au système où on s'en sert vraiment côté CI, mais on commence à taguer pour que côté CI, on puisse rapidement assigner des owners en fonction de... Non pas des previews, comme fait de base GitHub, des previews modifiers d'un fichier, mais plutôt fonction de qui est owner.
Bref, tout ça pour vous dire que ça, c'est une solution. Qu'aucune solution n'est parfaite. Il y a plein de choses que vous avez dû voir ou qui sont des trous dans la raquette. En fait, pour moi, tout est une question de balance et de concession. Ce qui est important, encore une fois, c'est de s'adapter à ce que vous avez besoin et pas d'essayer de répliquer ce que les autres font parce qu'ils vous vendent ça super bien. Non, faites ce qui est nécessaire pour vous. Et évidemment, ça demande un peu d'expérience, un peu d'écouter d'écouter un peu ce qui se passe autour de vous. Et puis 3, en effet, des fois, d'avoir à faire un peu plus que juste réutiliser des trucs sur étagère. Mais dans les faits, ça peut vraiment vous permettre de passer à une échelle complètement différente. Voilà, je vous remercie. Désolé, ça a été un petit peu long, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, j'ai le micro avec les... Enfin, j'ai pas les questions, mais j'ai le micro, c'est déjà ça. Merci beaucoup. C'était super intéressant, super dense. Dense, oui. Je viens de voir le timing, désolé. J'ai l'impression que vous mettez beaucoup d'efforts sur les temps de compilation, l'optimisation. Est-ce que vous avez des outils particuliers pour vous notifier typiquement si le chemin critique il a augmenté, s'il y a un module qui prend plus de temps qu'il le devrait pour être compilé? Alors aujourd'hui, on n'a pas d'outils. On a un outil, c'est les bibis de l'équipe qui regardent de temps en temps les builds, mais on a quand même sur chaque build côté CI, on a du scan. Enfin, on a dash scan. Donc vous allez sur des velocity là et vous avez le temps de build, vous avez quel est le critical path, pourquoi je me suis fait invalider, où est-ce que j'ai passé du temps, est-ce que c'est le CPU est-ce que c'est CPU bound, est-ce que c'est network bound, est-ce que tout ça. Et dans les faits, en fait. Je crois que j'avais tweeté et puis Martin m'avait dit ouais, tu es en train de préparer le talk. Oui. Aujourd'hui, nous, si on fait que du change Kotlin, on est à moins d'une minute de build sur la CI, alors qu'on n'a pas des machines très puissantes. Par contre, dès qu'on change du Rust, ça c'est un autre problème qu'on a et qu'on est en train de fixer, parce qu'on a ce problème de DAG très profond et pas de DAG très vertical, très horizontal. On va arriver plutôt autour de 5 minutes, quoi. Merci. De rien. Mais dans les faits, c'est clair qu'à une échelle, quand on va grossir, il faudra avoir des outils, des dashboards qui affichent, qui font vraiment du benchmarking et qui disent vous avez perdu 10% dans la semaine dernière de temps de build. Mais dans les faits, aujourd'hui, c'est pas ce qu'on a besoin. Merci beaucoup pour le talk. Je voulais savoir pourquoi vous avez un monorepo, du coup, et pas plusieurs repos par projet. Ouais, exactement. Une très bonne question. Alors, je suis un grand advocate des monorepos. Pourquoi ? Parce que déjà sur l'aspect humain, le monorepo, ça permet, quand quelqu'un arrive, il n'y a pas à aller chercher dans des repos où on n'est même pas au courant qu'ils existent, où se trouve le code. En fait, tout se trouve dans un même dossier. Et ça, pour moi, c'est quand même un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est le problème de faire des cross-repos ou des sub-modules. C'est que généralement, tu vas devoir gérer du versionning. Et le versionning, qui dit versionning, dit friction. Pour nous, en fait, on ne veut pas de friction. On veut pouvoir builder en un seul call Basel sans avoir à git clone des sub-modules, à s'assurer de tout ça. En fait, tout est dans le même monorepo et grâce à Basel et Gradle, on n'a pas de versionning en fait. Si je change l'API de BestFriend, je sais si le back-end casse, si le front-end casse, on sait tout de base en fait grâce à ça. Donc ça c'est les deux gros aspects, quoi. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ouais. On en a deux. Donc toi et après. Et du coup, aussi, il y a peut-être un challenge aussi, c'est la gestion dans le monorepo, c'est la gestion du Git aussi, ça demande peut-être une organisation qui est un peu béton aussi sur le Git flow et tout ça, quoi. Ouais. Alors, excellent sujet. J'avoue, il y a un moment, ça fait déjà 1 heure, donc il fallait que je coupe un peu. C'est un autre sujet. En effet, le monorepo, ça demande beaucoup plus de rigueur que du multirepo, où chacun peut avoir ses conventions. Mais l'avantage du monorepo, c'est que du coup, si vous avez cette rigueur-là, quand vous passez d'une codebase à une autre, vous vous retrouvez avec les mêmes outils, vous vous retrouvez avec le même build system, vous vous retrouvez avec les mêmes conventions. Et nous, c'est ce qu'on met vachement en avant. Donc si je reviens un petit peu sur le premier slide où on a vraiment Android, iOS, RS, on a un monorepo, mais dans les faits, en gros, les conventions, elles sont vraiment très Android spécifiques ou très iOS spécifiques ou très RS spécifiques. Mais ça permet quand même d'avoir tout au même endroit. Et ces conventions-là, d'un point de vue Git, aujourd'hui, en fait, elles ne sont pas très compliquées à mettre en place.
Gitflow, on est sur des process assez basiques. Donc on fait du branching. Et dès que la branche est terminée, on squash and merge sur main. Et c'est pas très grave d'avoir. Je vous ai dit, on a plus de 200 commits parce que nous on squash and merge. Donc quand je dis 200 PR, en fait c'est peut-être 1000 commits, mais qui ont été squashés en 200. Et on peut avoir des fois 30 commits par jour et c'est pas problématique en fait parce que tu peux très bien dans Git afficher les changelogs que pour Android ou que pour iOS ou que pour ce component. Ça c'est juste quelques caractères en plus dans ta commande line Git, quoi. Ok, j'ai une petite question. Je ne sais pas si c'est vraiment dans le scope, mais tu parlais d'ownership et je voulais savoir jusqu'où tu vas dans l'ownership, si c'est à partir du moment où c'est en prod, après c'est délégué. Je ne sais pas s'il y a une partie produit, tout ce qui est analyse des data, gestion des crashs, etc. Ouais, alors la gestion des crashs, clairement, ça c'est une responsabilité de l'engineering. L'analyse de la data, c'est une responsabilité de l'engineering que ça remonte à Amplitude. La lecture aujourd'hui, c'est pas du tout l'engineering qui s'en occupe, c'est plutôt la team produit. Mais en tout cas, en termes d'ownership, aujourd'hui, on a une approche qui est quand même très large, hein, parce qu'on est quand même une start-up, on n'est pas une grosse équipe. Enfin, sur Android, on est 6. Donc c'est pas, quand on voit le feature set, c'est pas pas beaucoup de personnes. On attend que ces gens-là, ils soient aussi bien dans la phase d'inception avec le design, le design de l'API, le développement, pousser ça en prod, suivre évidemment les crashs et tout ça, et fixer derrière et aller optimiser s'il y a besoin. C'est vraiment tout ça l'ownership. Ça peut aller très très loin, mais on va quand même rester sur la partie plus engineering parce qu'on est plutôt sur un modèle d'exécution et on préfère mettre les gens bons dans un domaine sur quoi ils sont bons, plutôt que de mettre par exemple des ingénieurs sur de la data analysis. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on fait parce que c'est pas leur expertise. On préfère les mettre à faire en sorte qu'on build rapidement ou faire des nouvelles features, quoi. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne une dernière question, et puis après, si vous en avez d'autres, il y a le buffet qui est là pour ça aussi. Merci. Donc à part le chantier en cours ou à venir sur le temps de build lié à la verticalité, la profondeur de votre dépendance au module Rust, est-ce que vous avez des douleurs dans l'équipe actuelle et des chantiers en cours ou à venir en dehors de... Pas forcément liés au temps de build, mais sur la gestion de la scalabilité de l'équipe et oui, bien sûr. Et du flow. Et il y en aura toujours. Ça serait mentir de dire qu'on n'en a pas. Donc oui, en effet, là, je peux donner certains sujets, mais ce que je viens de montrer là, on l'a enforce sur iOS et Android since day one. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des temps de build de l'ordre de sub-minutes. Sur Rust, ça n'a pas été enforce. Ça a plutôt, en gros, tous les common pitfalls que je vous ai donnés, c'est un peu tous ceux qu'on a fait sur Rust, parce qu'on n'a pas suivi les recommandations qu'on donnait côté client. Donc il y a ce sujet-là sur lequel on travaille. Le deuxième sujet, évidemment, et qui restera perpétuel, c'est l'interdépendance, non pas avec l'engineering, enfin déjà avec l'engineering, donc plutôt les gens qui sont du Rust et donc qui exposent des API. Ça, c'est le problème que vous avez dans toutes les boîtes, généralement plutôt au côté REST API. Donc vous allez dire, ouais, mais moi je voudrais en fait que tu me dénormalises les fields de cet objet, ou que tu m'exposes un peu plus de trucs parce que j'ai pas envie de faire un deuxième call HTTP. En fait, nous on n'a pas ça parce qu'on fait pas les calls nous-mêmes, mais on a quand même le problème avec l'interface avec les flux RX dont je parlais, ou les flows dont je parlais. Donc ça, on a toujours quelque chose qu'il faut essayer d'optimiser, d'améliorer. Pareil côté design et côté produit, on n'a pas de design system aujourd'hui. On l'a modélisé un peu en fonction de ce qu'on voyait côté engineering, mais il n'a pas été défini côté produit, et donc on essaie de l'implémenter de notre côté. Donc voilà, il y a plein de sujets comme ça qui sont évidemment en cours. Et puis je dirais le troisième sujet, ça va plus être, et ça va pas être vraiment dans les temps de build, ça va plus être la performance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est dans une phase où on rajoute de la feature, le produit rajoute de la feature, sans critique, parce que j'ai aussi fait beaucoup de produits, mais on a plutôt une tendance à rajouter qu'à enlever. C'est d'ailleurs assez significatif de montrer qu'on a 16 000 lignes de code de plus par mois, et jamais moins. C'est constant, 16 000. Et donc à un moment, on a des problèmes de binary size.
storage, on a des problèmes de boot time, on va avoir des problèmes d'accès disque en fait, parce qu'on a tellement de features qui ont besoin de data dès qu'on démarre le process, donc on a beau lazy, loader, tout ce qu'on peut, et à un moment, on affiche tellement de trucs sur le premier écran que ça commence à être problématique. Et c'est là-dessus vraiment où on va avoir, je pense, assez rapidement d'autres chantiers à ouvrir. On a déjà fait beaucoup de choses, hein, on offload tout ce qu'on peut du main thread. Donc on leverage le fait si on a 30 CPU, on va tout faire sur les 30 CPU au maximum. Mais même des fois, juste un map vraiment, va très très loin là-dessus. Mais il y a un moment, si on accède à de la DB alors qu'il n'y a pas besoin, ou si on accède à du file system alors qu'il n'y a pas besoin, ça sera problématique, quoi. Mais c'est pour ça aussi que l'ownership, c'est pour moi important. C'est qu'aujourd'hui, on fait de l'ownership plutôt au niveau de la code base. Donc en gros, de dire ce code-là, il appartient à quelqu'un. Mais moi, je veux faire de l'ownership après, grâce à ces fichiers owner, sur j'ai un crash, je sais qui. Par le crash, la stack trace, je sais que ça remonte à du code qui est owné par telle personne. Donc je peux automatiquement notifier cette personne. Ou je peux dire, en fait, vous voulez que la binary size, elle diminue. Moi, je peux regarder, je vais builder. Et puis quand je build et que je décompile, je vois que 50% du poids de l'app, c'est cette feature-là. Après, une fois que tu as owné, tu sais que c'est le problème du mec qui prend 50% et c'est plus le problème des autres. En fait, c'est vraiment important à un certain scale de faire en sorte que les failures n'impactent pas les autres. Et donc de bien s'assurer que les failures impactent que la team ou la personne ou l'individu qui est en cause, quoi. Et ça, c'est vraiment les next steps une fois qu'on continue de scaler, quoi. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là, encore une fois, on est 6 côté Android, même si on est 20 dans la team, la communication, elle se passe encore plutôt bien. Merci beaucoup, Merci. Cyril, je pense qu'on peut t'applaudir. Et merci beaucoup à vous d'être venus ce soir. On était ravis de vous accueillir. Et puis maintenant, on va pouvoir poser des questions à Cyril, à Théo. Merci Théo d'ailleurs, merci Renaud. Et merci Alex pour la présentation au début. Vous avez le buffet qui est juste à votre gauche. Encore une fois, les toilettes, c'est à droite et à gauche. Et puis, on vous souhaite une bonne soirée et merci encore.